sais, les gens disent « Ah, c'est parce que tu sais pas tout, là, tu sais. » Comment je sais pas tout? Mais c'est parce que je suis pas 24 heures sur 24 avec quelqu'un. Donc, avec moi, tu veux dire. Mais là, ça s'en vient, là. Tu vois, Jean-François, il est arrivé hier. Fait que là, il repart dimanche. Fait que là, c'est quand même... Les couches chez nous, là. Il couche en face de la maison. La rue m'appartient aujourd'hui. C'est drôle parce que les voisins viennent voir. Là, il y a beaucoup d'enfants, moi, qui habitent dans le rond-point. Fait que là, c'est l'attraction, là. C'est une attraction à Laval. Mais je pense que je vais charger. Je vais avoir une gate puis je vais charger 10$. Mais tu sais qu'aux États-Unis, là où on pensait que l'Américain était très welcome et tout, ils sont super sympas. Mais les Américains, j'ai remarqué que souvent, ils s'invitent pas trop les uns les autres. Il y a une certaine réserve, une certaine pudeur. Et en fait, quand le bus était parqué dans la rue comme ça, parce qu'on était chez des amis, il y a un voisin qui vient, un deuxième. Et puis, en fait, ils oublient le bus et commencent à parler entre eux. « Ah, tu habites ici ?» « Bah oui, ça fait 10 ans. »« Ah, mais je t'ai jamais vu. » Et en fait, les gens autour du bus, ils se découvraient. C'était à mourir de rire. C'est drôle, ça. Oui. T'habites ici, toi. Ben oui, Chris, ton voisin. Ouais, mais... Ça roule, fait que... T'essaieras de garder le micro à peu près à un pouce. Oui, je pense. Oui, c'est bon. C'est correct. Parfait. Fait que j'ai fini. Tu nous passes une petite musique, quelque chose, mettre dans l'ambiance ou quoi? Oh, oui, ça fait comme longtemps, nous autres. On est comme un peu perdus, là. Mais je sais pas, moi... Attends, on va faire ça officiel. Moi, j'ai l'impression que... Attends un peu, on va te partir ça. Moi, je pense que t'es rendu à un autre niveau, là. Non, attends un peu. Attends un peu, je te passe ça. C'était-tu celle-là? Je m'en rappelais même plus, man, de cette toune-là, mais je pense que oui. Oui? Ah oui, je pense que tu t'es pas trompé de toune. Jean-François, tu t'en souviens-tu, toi? Parce que... C'était une toune reggae, un peu, là. Ouais, je me souviens pas. Honnêtement, je me souviens pas. Non? Hey, moi, je pense que oui, là, c'est juste, ça fait longtemps, là. On est quoi aujourd'hui? On est au mois d'août, là, fin août. Puis c'est une émission, Oh non, c'est vendredi, qui est la 2e de l'année, imagine-toi. Il s'est passé quelque chose, hein? C'est fou parce que l'année passée, on en a tourné comme une trentaine, puis là, cette année, c'est 2. Et non, Épisode 2 de la saison... Qu'est-ce qui s'est passé, Dan? Il s'est passé plein d'affaires, pourtant, ça a été rempli à ras-bord. Pourtant, le studio s'est rempli de monde. Oui. Mais on s'entend quand on dit rempli de monde, là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 50 personnes la shot. 2-3 personnes en même temps, mais bref, ce qui m'a rassé ici aujourd'hui, c'est la venue de Jean-François. Parce que ça fait, je me souviens pas, c'est quand la dernière fois qu'on a fait un podcast? C'est en juillet l'année passée, juillet ou août? On est venu l'année passée aux alentours on a fêté l'anniversaire de Charles le 11 juillet à Montréal, donc à mon avis vers le 8-9 juillet. Ben c'est ça, puis tu sais, ça a été un peu hasard parce que là, bon, Daniel, vous avez vu, contacté Charlotte, vous êtes arrivé ici, je pense, la journée même. Vous êtes allé souper après ça chez Daniel. Et là, le soir même qu'on est venu ici? Ben, après le souper ou avant le souper? C'était après le souper. C'était après le souper. Après le souper, oui. Puis on avait fini ça après le souper par... on avait mangé du chocolat favori. Là, oui. On s'était coulé ça sur le comptoir. Là, tu te oui, rappelles, Jean-François? On s'en souvient très bien. En as-tu remangé depuis que t'es parti? Non, mais on a pris contact avec les chocolats favoris à Sherbrooke. Et puis, avec le COVID, etc., bon, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles, mais... Ah oui. Mais là, tantôt, je l'amène chez Berlingot à Sainte-Rose. T'as-tu déjà été manger une crème glacée au Berlingot à Sainte-Rose? Non. Ah non, mais il faut pas que tu fasses ça. Non? Non, parce que c'est un abonnement, là. C'est quoi? C'est un concept où tu trempes la crème glacée dans des choses? Tu peux, je pense, mais leur concept, qui je pense, en tout cas, moi, ce que j'ai pas vu ça ailleurs, là, c'est ils te mélangent la crème glacée avec une saveur. Tu sais, c'est pas juste chocolat-vanille. C'est une molle, là, mais avec aussi un sorbet. Puis c'est toujours comme la saveur du moment. Puis je pense à toutes les semaines ou 2 semaines, la saveur de la crème glacée change et la saveur du sorbet change. Puis tu sais, il s'ajuste avec l'été qu'on a eu, mettons, tu sais, il y a la saison du bleuet, la saison de la framboise, de la fraise, etc. Il va arriver la citrouille bientôt. Non, mais oublie ça, là, tu manges ça, là, c'est comme tellement bon. Là, je veux dire, t'en prendrais facilement 2 de suite.
Fait que tantôt, je t'amène avec les enfants là-bas après notre pizza. On n'est pas commandité en passant. C'est quoi? C'est le sorbet? Ça s'appelle comment ça s'appelle? Berlingot. Berlingot. Ben, c'est quoi? Un moment donné, le propriétaire, il m'a donné... J'arrive là avec ma femme, mon fils puis sa blonde. Puis là, il nous dit la maison qui vous l'offre. Puis là, je me dis, quand le gars, il dit ça, c'est parce que tu y vas souvent en tabac. La maison te l'offre. Je dis, Christy. Là, j'ai dit à Claudine, ouais, non, mon budget mensuel doit être au-dessus de 200$ par mois. Pour vrai? Ouais. Non, mais ça me surprend. Toi, sérieusement, j'ai comme l'impression que tu t'alimentes Non, mais c'est à le sorbet. 100%. Ouais, mais Le quand sorbet même. fait que Il ça... y a du sucre pas mal là-dedans, non? Je sais pas, mais sûrement, mais Oui. c'est comme quand tu manges une salade avec une poutine, tu te sens moins mal. Oui. Fait que la poutine, en avez-vous remangé depuis que vous êtes arrivé? Évidemment. Oui. Première chose qu'on a fait en arrivant à Drummondville, parce qu'on a fait notre quarantaine à Drummondville, c'est une poutine. Là-bas, on nous avait dit, il paraît que la meilleure poutine est à Drummondville, au Roi Joseph. Et donc, on a eu notre poutine là. On était blindés, comme on dit chez nous. On en a eu pour toute la soirée et c'était super. Tu dors bien après, mais il y a une chose que les Belges puis les Québécois, on se ressent. Moi, quand je voyage en Europe, là, puis que, mettons, je tombe sur des Belges, j'ai toujours plus de fun avec les Belges qu'avec les Français. On dirait le niveau niveau de fête. Ils aiment fêter, les Belges. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'on se prend pas au sérieux. Ouais, aussi. Puis la bouffe, tu sais, je veux dire, juste les frites. Après ça, t'as évidemment la bière. Puis après ça, t'as quoi? T'as le chocolat, tu sais. Quand c'est des frites, puis de la bière, puis le chocolat qui est comme... Tu sais, c'est ça qui représente ton pays, là. C'est parce que t'aimes les parties, là. Oui, t'aimes bien vivre. T'aimes les bonnes choses. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Effectivement. Mais, puis ton garçon, tantôt, parce que là, j'ai amené son garçon faire du vélo montagne avant qu'on arrive ici. Et puis, il n'avait pas fait de vélo montagne de l'année, là. C'était sa première fois. L'année passée, il m'a dit qu'il est allé à Sainte-Adèle. L'année passée, je pense, juste avant de vous voir, on a croisé Montréal et on est passé à Sainte-Adèle faire un schoolie bus pour les rassemblements et on est parti là-bas il est parti là-bas avec un groupe de jeunes faire un peu de vélo de montagne et tout. Au Chanteclair, donc quand même qui est une montagne assez difficile. Fait que là, tu sais, puis là, il me dit, c'est la deuxième fois de ma vie que je fais du vélo montagne. Fait que là, nous, on l'amène à Oka. Puis là, il part avec nous, mais il y a un peu la chienne, on va dire, parce que là, il est dans l'auto, puis on le sent un peu nerveux. Je dis, t'es-tu nerveux? Non, je suis pas nerveux, mais j'avais l'impression qu'on allait faire des choses de fou, mais finalement, on a quand même fait des pistes débutantes. On lui avait dit, attention, Julien, c'est un super pro. Il a un magasin de vélo à la maison, donc il va te montrer des trucs. As-tu vu le garage? Est-ce que vous êtes rentré dans le garage chez eux? Non. OK, ça sera peut-être une chose... c'est une attraction, je pense, chez vous, hein, Seb? C'est un peu impressionnant, ce garage-là. Y a-t-il encore autant de vélos qu'il y en avait quand je suis rentré dedans la dernière fois, ou plus? Ou, Je sais pas, c'est N+1. C'est in and out? C'est toujours... ça prend un vélo pour tout, hein? T'sais? Fait que dépendamment de la température, où est-ce que t'es, sa planète... Fait que vous êtes 4 chez vous, vous avez chacun un vélo de route. Chacun un vélo de route, chacun un vélo de montagne, chacun un gravel bike, chacun un fat bike. C'est tout ça? Ça ressemble à ça. On a même un ça monocycle. fait 16 vélos. On a même un monocycle que oui? je suis pas capable de... T'as-tu déjà fait du monocycle? Par obligation à l'école, là, tu vois, où on était obligé de faire un petit peu l'apprentissage, les techniques de cirque, etc. Oui, c'est tout. En tenant les cordes. Moi, j'avais 2 voisins qui me tenaient, puis on a essayé de faire ça autant que mon temps. C'est vrai que j'avais bu quelques bières cette soirée-là, mais je te ferai essayer ce soir. Ouais, je vais essayer ça. Pour vrai? On va filmer ça aussi. Toi, tu devrais être bon avec ça. Ah oui. Ça prend beaucoup de concentration, hein? Je pense que je vais me péter à la gueule, mais c'est sûr, là. Fait que là, moi, j'ai suivi quand même, depuis que tu es venu ici, j'ai suivi votre parcours parce que Jean-François, Charlotte, c'est des gens qui ont, juste pour les gens qui peut-être n'ont pas vu le premier podcast, c'est des gens qui ont tout laissé en Belgique il y a 3 ans. Quand on dit tout laissé, c'est-à-dire qu'ils ont tout vendu. Maison, tous les meubles, etc. Et il avait travaillé sur un autobus, c'est-à-dire tout stripper l'autobus, le mettre à votre goût. Vous aviez 3 enfants. Vous avez toujours 3 enfants, mais la plus jeune avait quand même 6 mois quand vous avez quitté. Oui, Victoria avait 6 ou 8 mois, oui, c'est ça. Et là, vous avez parti à la conquête de l'Europe. Vous avez fait le tour de l'Europe en 2017. Ensuite de ça, en 2018, vous avez continué. Et là, vous avez déménagé. En fait, vous avez pris le bus, vous l'avez mis dans un bateau. Vous êtes parti à la conquête du Canada.
Moi, je dis à la conquête parce que c'est carrément une aventure. Le fait d'arriver sur le continent nord-américain, c'est... Quand on voyage en Europe, sur son propre continent, ben, on se sent finalement quand même très vite à la maison dans tous les pays, parce que on est à 2 heures, 3 heures d'avion, hein, c'est jamais très loin et très grand l'Europe. Mais quand on arrive au Canada, ouais, tu vas voir le Canada, c'est un pays génial et tout. Et moi aujourd'hui, je dis, c'est pas un pays, c'est un continent, c'est immense. Rien que la Belgique, c'est grand comme l'île de Vancouver, ou comme ici au Québec, comme la Mauricie. Donc, tu imagines que moi, les dimensions d'un pays, c'est totalement différent. Donc, le Canada, c'est vraiment un continent qui est immense. Donc, et puis, on a tellement vu de belles choses. Au Canada, c'est bien. Il y a toujours quelque chose à voir partout. Oui, OK, mais il y a bien des routes où ce que tu vois juste des épinettes, puis des sapins, puis des arbres, puis des arbres. Ouais, mais quand tu te permets de t'arrêter, tu prends par exemple sur la route l'Alaska Highway, après Jasper, on est monté direction le Yukon, et là, à un moment donné, tu as les Liard Hot Springs, et bien là, c'est okay, génial. Quand on parle de visiter le Canada, là, c'est ça. Tu es allé jusqu'en Alaska. T'es au milieu de nulle part. Ouais. Et là, soudain, sur le bord de la route, tu as un énorme parking. Tu t'arrêtes et puis tu rentres dans la forêt. Et là, tu as un petit paradis. Ce sont des sources chaudes en pleine nature. Il neige un jour, le lendemain, c'est plein soleil. Et tu as une eau bouillante à 40-45 degrés qui sort de terre comme ça. Et on a fait des masques d'argile et tout ça. C'était vraiment génial. Donc, il y a toujours quelque chose à voir au Canada. Non, puis oui, puis tu connais beaucoup plus de choses que bien des Canadiens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui habitent ici au Canada qui ont aucune idée de tout ce qui existe. Ils connaissent peut-être plus certains endroits. Tu sais, on est tous attirés vers... on veut aller voir la Tour Eiffel. On veut aller voir Barcelone. Des gens veulent voir des grandes villes. Veulent voir Rome. Mais toi... cet été, ça a été la Gaspésie beaucoup, là. Oui, ça, c'est sûr, hein, c'est sûr. On peut pas aller plus loin, là. Non, effectivement, mais t'as découvert des petits endroits qui étaient spectaculaires. Tu as fait découvrir ça à tes enfants aussi, là. Il y a toujours quelque chose à voir parce que pour moi, le plus important quand on voyage, c'est finalement les gens que tu peux rencontrer. Et de par les gens, tu vas avoir des anecdotes, des histoires et puis des petites choses que personne ne connaît même au niveau de l'office du tourisme. Mais ça existe. Et puis, finalement, ta journée de visite se transforme parfois en soirée repas où on discute et on repartage, etc. Donc, oui, il y a vraiment toujours quelque chose à voir. Fait que là, tu as des contacts partout, là. Oh, j'ai un livre de contacts énorme, dans tous les pays, oui. Vous avez fait 800 villes en 3 ans. C'est ce que Google m'a dit dans mon cahier, là. 800 villes. Je veux dire, est-ce que c'est répertorié, ces records-là? Y a-tu des records de... Et on a fait que 2 continents, donc je veux dire, il y en a qui font beaucoup plus, mais il y a 2 manières de voir les choses. Il y en a qui font un tour du monde pour le plaisir de faire un tour du globe terrestre, ouais. Ou bien qui prennent des billets d'avion et qui font... le plus de pays possible. Un pays dans chaque continent ou 2 et puis des boucles. Et puis, nous, on a vraiment fait des pays à fond. Le Canada, on a fait 8 provinces ou territoires. Les États-Unis, on a quand même fait 30 ou 32 États vraiment visités, pas simplement passés. Donc, voilà. Puis là, tu sais, je vais faire une parenthèse parce qu'ils ont fait ça avec un bus quand même. C'est pas un bus neuf, là. C'est pas quelque chose qu'ils ont acheté qui sortait du concessionnaire, là. C'est un bus qui a aujourd'hui 540 000 km. Donc, quand vous l'avez acheté, il y avait quoi, 500 000? Non, il a 580 000. Oui, il avait 500 000. On a fait 80 000 km là, oui. Fait que tu sais, t'as acheté un bus qui avait 500 000 km. Fait qu'il y avait quand même de l'âge. Il était rodé. Il était juste rodé. Il n'avait pas été sur le continent nord-américain, ce bus-là. Non, mais personne n'avait cru qu'on allait passer la frontière belge quand on a démarré. On a quand même fait le tour d'Europe. Et quand on a dit on part sur l'Amérique, ils ont dit t'es fou. Surtout qu'après le tour d'Europe, on a appris que notre bus, apparemment, d'après la marque Scania, là, qui est la marque de notre bus, où on a été invité à Stockholm, on aurait le dernier bus au monde de ce modèle-là, paraît-il. Donc voilà. Ah oui, ça c'est une toute belle photo récente. Cette photo-là est spectaculaire. Parce qu'à New York, normalement, c'est plein de monde, plein de voitures. Et là, vous étiez à New York dans le temps du COVID. Pas un chat.
Là, c'est il y a quoi? Il y a 1 mois et demi environ? Ouais, 1 mois et demi, peut-être. Non, même pas. Ouais. On dirait que c'était une photo de bande dessinée. Ouais. Hein? C'est comme pas réel. Puis c'est ça qui est le fun avec cet autobus-là, c'est qu'il est tellement spécial, on n'en voit tellement pas des comme ça. Puis toutes les signatures, des milliers de signatures là-dessus, parce que vous invitez les gens à signer leur un petit mot, leur nom, Oui. etc. Ça fait tourner les têtes. C'est comme là, vous êtes stationné en face de chez nous, puis évidemment que tous les voisins sortent de la maison, vous dites « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Puis ils viennent poser des questions, puis on a le goût de rentrer dans l'autobus, on a le goût de voir qu'est-ce qui se passe dans cet autobus-là, où est-ce que vous vivez? Mais je pense que le voyage n'aurait pas du tout été le même si on avait fait le voyage en motorisé. En motorisé standard? Non, pas du tout. C'est sûr. La preuve, c'est qu'il y a des endroits où on a dormi, c'est no overnight partout, etc. Bah, nous, on a dormi, on espère quand même de respecter les règles, évidemment. Mais quand on trouve pas une solution, là, je me souviens d'une anecdote à la sortie du Tennessee en direction de la Géorgie. Je suis sur un parking, là, et j'ai un policier qui arrive au matin à 7h qui toque. Il demande ce que c'est un petit peu. Je dis, écoutez, moi, je vois que le no overnight, il est caché avec les nouvelles règles Covid. Donc, pour moi, c'est pas très clair. Et puis, finalement, il regarde un petit peu, il appelle son ami pour dire un petit peu, viens m'aider, j'ai un cas un peu particulier. Et puis, il a fait le tour du bus. Et finalement, d'une punition, j'aurais pu avoir un ticket, évidemment. Eh bien, il m'a simplement dit, viens, on va faire une photo et tout. Et puis, c'était très sympa. D'ailleurs, il y a la photo sur les réseaux sociaux de ces deux policiers très costauds à côté de moi. Si tu avais eu motorisé, il te collait un ticket. Ah, d'office. Donc, ça attire la sympathie. C'était voulu, au départ, d'attirer la sympathie, de dire, dans le sens, on veut attirer des gens vers nous parce qu'on veut aussi faire des contacts. On voulait déjà pas faire le voyageur, le touriste, le vacancier avec son petit camping-car et tout. On voulait pas que ça fasse trop, comme on dit, bling-bling, où c'est un peu tape à l'œil. Donc ça, on voulait pas, parce qu'on savait qu'on allait passer dans des régions parfois plus pauvres, et on veut pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas, en fait. Uh-huh. Et puis finalement, c'est vrai que le côté atypique, les couleurs, le truc pour les enfants et tout ça, bah ça... La map du monde était là au départ. Oh, oui. Et les signatures, ça, c'est quelque chose que vous aviez décidé de dire, ben oui, on va permettre aux gens de signer le bus, ou c'est venu par hasard? Dès le départ, j'avais prévu, le jour du départ, quand on a quitté notre ville, on avait prévu des marqueurs pour que les gens puissent signer. Et puis, bah, de là, c'est resté. Et puis, le projet était en réalité de visiter les écoles, parler de notre voyage aux enfants dans les écoles. On a fait une école au Canada l'année passée. Et puis le fait que les enfants puissent signer sur le bus, c'est un petit peu comme s'ils avaient l'occasion de voyager avec nous. Et donc, tu vas voir ta signature, elle va faire du kilomètre. Ça intéresse le monde. Là, on vit un moment particulier de l'histoire de l'humanité, on va dire ça comme ça, où est-ce que là, les gens ont été confinés. Après ça, là, ils se sont fait dire tu ne peux pas sortir de ton pays, etc. Les ventes de motorisés, les ventes de camping-cars, les gens qui ont décidé de prendre la route pour aller visiter leur propre pays ou leur propre région, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Mais ça, c'est toujours pour une courte période. Tu fais ça pour un week-end, tu fais ça pour une semaine, tu fais ça pour une vacance. Tu pars pas 3 ans, là. Mais il reste que ça, quand on vous regarde, on se dit tous la même chose, probablement. Tu sais, j'ai pas le guts de faire ça, mais crime que ça doit être trippant pareil, de partir puis de dire, hey, je travaille plus. Parce que, tu sais, t'as pas l'âge de la retraite, là. Non, je viens de fêter mes 40 ans, tu vois, je suis passé à l'étape supérieure. La quarantaine, c'est Je viens de passer 40 ans, le 14 janvier. Puis, tu sais, je sais que Dan, c'est un gars qui était déjà en réflexion avant même que tu t'assoies ici avec ta femme. Il m'en avait parlé, tu sais, de cette espèce de vie de consommation, on va dire, parce que tu étais là-dedans aussi. Tu avais ta grosse maison, tu avais ton gros boulot, tu faisais des bons revenus. Et tu étais dans une espèce de spirale sans arrêt de travail. Et il est arrivé, un incident avec ta santé qui a comme ça t'a remis complètement en question. Parce que tu me disais hier, tu m'avais expliqué, tu t'avais pas expliqué ça au podcast la dernière fois, mais ça allait vraiment pas bien physiquement. Tu me disais que
je veux dire, je sais pas si on peut le dire en ondes, mais... Mais ça va pas bien dans le sens où, oui, effectivement, c'était un gros coup de fatigue. Et puis quand le corps s'écroule et que tout lâche parce que t'es fatigué, que non, mais tout lâche, là. C'est le cas de le dire. Quand le corps est fatigué, c'est tout lâche, qu'on se fait dessus, etc. Oui, effectivement, donc le corps est crevé. Incroyable. Donc, ça veut dire de t'être rendu à ce niveau-là de fatigue. Oui, parce que moi, j'avais toujours pour principe de dire la fatigue. Je travaillais en traiteur événementiel et quand je disais à mes collègues, je dis la fatigue, c'est un petit peu c'est dans la tête que ça se passe. C'est comme le froid. C'est dans la tête que ça se passe. C'est ça que tu disais. Oui. Et donc, la tête, elle peut se contrôler, même si à un moment donné, on a du mal à bien regarder la route devant soi et tout ça, mais ça peut se contrôler. Et puis, à un moment donné, il y a un certain automatisme qui se passe. On décroche, la fatigue décroche. Et là, il y a un automatisme que le corps humain fait. Mais après ça, il y a les organes vitaux qui à un moment donné, doivent lâcher. Les autres, ils disent « je suis plus capable ». Là, plus capable. Donc, là, ça a été le gros signal, oui. Et c'est ça, c'est clair que le monde a douté de vous autres, là, dans votre famille, les amis, etc. Ça se peut pas qu'ils partent. Mais en même temps, c'était-tu sûr que vous partiez 3 ans au départ? Est-ce que c'était clairement défini que vous vouliez faire autant de routes que ça? Alors d'abord, on a prévu, parce qu'on est toujours dans cet esprit de compétition, même si on recherche cette idée d'essentiel, on a envie quand même d'impressionner les gens. Ceux qui n'ont pas confiance au projet, on a encore envie de mettre 2 fois plus les bouchées doubles pour impressionner, parce qu'on reste dans une société un peu de compétition. Et là, j'ai dit, on va faire un tour du monde. Et j'avais dit même pendant 5 ans. Et on s'est rendu compte qu'en fait, voyager pour voyager n'a pas vraiment de sens. Ce qui a le plus de sens, c'est pas impressionner les gens par ce qu'on va pouvoir faire comme photos, les plus belles photos et autres. Ce qui impressionne, c'est de finalement, et je l'ai vu maintenant avec le Covid encore beaucoup plus, c'est montrer aux gens que finalement, il faut pas aller très loin pour se découvrir et que ce sont les petites choses de tous les jours que tu vas pouvoir voir sur la route. Chacun aura des sensibilités différentes, mais qui vont te permettre à un moment donné de te retrouver ton équilibre, toi, ta famille, etc. Et donc un tour du monde, à part géographiquement, on peut impressionner, mais un tour du monde, c'est faire un tour de soi-même. Et ça, c'est d'abord plus important pour moi. Ouais, c'est beau. Puis, fait que Dan, c'est ça, pour revenir à toi, parce que là, je te regarde pas, Dan, fait qu'à chaque fois, je suis comme, pas que je t'oublie, là, mais c'est parce que t'es comme à ma droite, puis ça serait mieux de t'avoir là en face de moi, je pense, mais tu pourras participer un peu plus à la discussion là, parce que t'étais quelqu'un qui, justement, te remettait en question par rapport à ta vie, puis ton style de vie. Puis là, lui, il arrive ici, puis il commence à parler de son bus, puis pas longtemps après, t'es allé t'acheter un bus puis t'as fait ça avec JF. C'est ça. En mais fait, je me souviens. Ça s'est passé dans les jours qui ont suivi parce que t'étais pas parti de Montréal puis je t'avais rappelé, Jean-François, je t'avais dit j'ai trouvé un bus, peux-tu venir le voir puis me dire ce que t'en penses? Fait que t'étais même pas reparti encore. Ça s'est passé quoi en dedans de 3-4 jours, je pense. Quand je suis arrivé l'année passée, j'étais dans les embouteillages donc à l'entrée de Montréal. J'avais du mal. Et Dan m'a envoyé un texto, un message. Il me dit tiens, voilà. On s'occupe d'une petite web TV dans un studio et tout ça. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis Dan, je vais d'abord à Saint-Adèle, j'ai un rassemblement au Schoolibus et puis je viens. On s'est vu, on a passé une soirée mémorable au studio, on a mangé un petit bout et puis je suis parti. Je dis, Dan, maintenant je vais visiter Montréal parce qu'après ça la route m'attend. Et à Montréal, il m'a appelé et je dis Dan, avec plaisir, je viens t'aider. Il me dit j'ai trouvé un bus. Et il est venu me chercher, on est parti. T'as trouvé ça, toi, le soir même, qu'est-ce que t'as fait? Je veux dire, après le podcast, tu t'es mis à chercher des bus sur Internet, quoi? Je sais pas comment c'est... 2-3 jours? Non, parce que c'était moi qui l'ai appelé. Il se dit ça serait le fun d'avoir un autobus et faire la même chose. Ouais, je sais. OK, c'est Flore qui t'a dit ouais. Go. Mais l'affaire, c'est que je suis souvent sur Marketplace. Puis j'aime fouiller dans les cochonneries, puis... On peut voir ça dans le studio. Oui, c'est ça. Je suis tout le temps à la recherche d'un petit morceau qui a une certaine valeur, puis c'est tombé, je sais pas, je pense que Facebook nous enregistre vraiment, puis on a parlé de bus
probablement ce soir-là, toute la soirée, puis les journées qui ont suivi. Puis finalement, Ils t'ont mis des bus il a dans la commencé face. à m'apparaître des bus sur mon Arrête. fil de nouvelles. Ben non. Dans mes recherches sur... C'est vrai, ça? Oui, pas de joke. Puis... Sans que tu recherches bus sur Marketplace, t'as t'as vu pas des... remarqué ça, toi? Ben oui, mais je sais. Non, mais toi, c'est sûrement pas des bus qui j'ai apparaissent lu, là, j'ai lu. des vélos. Des vélos, ouais, mais c'est sûr que moi, tu sais, je pense que quand tu t'intéresses à des sujets, t'as dû t'intéresser au van life, au bus ou des choses comme ça. T'as dû faire des recherches Google ou Ben, des choses comme ça. Pas nécessairement avant, tu sais, c'était... Non? Pas nécessairement avant qu'on croise Jean-François puis Charlotte, là, c'est... Mais entre le moment que mais- t'as vu des annonces de bus dans ta face, Ouais. t'as été sur Google, t'as tapé, t'es allé voir son bus à lui, non? Non, pas vraiment. Ça a tout le temps trotté dans ma tête depuis longtemps, Parce que Dan, mais il c'était pense pas en recherche que active, Facebook là. nous écoute. Moi, je suis persuadé qu'il Oui, doit y c'est avoir sûr. des trucs. Oui, ça c'est clair. Là. Mais ça Anyway. s'est fait super rapidement. Quand t'es venu voir le bus avec moi, je pense que 2 jours plus tard, la transaction était faite. Là. Un bus Donc, d'Emma Québec. Oui, c'est un autobus. C'est un autobus. Un vieux, là. Médical. c'est- Un truc médical, un bus Ouais, médical c'est où il y avait des une dons de unité sang. sanguine, Ouais, ouais. truc. Puis le bus a 100 000 kilos. Puis c'est un 2000... Tu sais quoi, c'est un 2002? 2002, fait que c'est pas très vieux. Ça a La moitié de moi. 100 000 kilos seulement. Fait que T'as acheté pour ça comment? En fait, moi, j'ai patenté quelque chose, comme j'aime patenter des affaires souvent. T'as fait là. du truck. Oui, j'ai fait du truck. Il y avait, la moto que j'avais dans mon studio, tu sais, qui était Chez dans vous? le studio chez nous à ce moment-là, était trop grosse, ça prenait trop de place. Puis je me suis dit, on va juste essayer de voir avec ce gars-là s'il prendrait un échange sur un bidule qui traîne chez nous. Puis finalement, ben, ça s'est fait... c'est un échange que j'ai fait moto-autobus. Fait qu'on a échangé une moto qui a 2 valises dans lesquelles on pouvait mettre à peine une sacoche puis un sac à dos. Puis là, on va aller vivre dans le véhicule dans lequel on a échangé. Fait que lui, il est dans le bout, Dans ce processus-là. dans le processus que toi, t'étais il y a 4-5 ans, où est-ce que tu avais le bus, mais il était pas à votre goût pour partir, donc il fallait le rénover, il fallait le mettre en fonction, si on veut. Moi, j'aimerais bien ça, moi, que ce bout-là, parce que je suis dedans actuellement, Jean-François. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, on passe à travers des phases de découragement, on se remet en question, on veut abandonner parfois. Puis tu vis ça, toi? Ben, oui, puis on lit partout qu'on va tout passer au travers de ça. Comment s'est passé ce processus-là? Ça a duré combien de temps, la construction du tien? Puis, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans tout le projet? Parce que t'avais... Je pense que tu n'avais pas nécessairement des connaissances en plomberie, en électricité. Mais c'est un manuel. C'est un Je suis un manuel. manuel, donc j'avais pas de connaissances. Oui et non. Je dis non, j'ai jamais fait ce métier, mais oui, je me suis toujours intéressé. Donc, et tout s'apprend. Moi, je pars du principe que tout s'apprend. Il faut pas être. Je respecte beaucoup les gens de métier et les professionnels, mais à mon avis, 2 tuyaux, il faut pas non plus être. Super, moi, si tu faut me donnes les- 2 tu tuyaux, vois, je peux il faut- faire exploser quelque chose. Il faut avoir ce moment de réflexion. Ouais, ouais. Après ça, je parle bien sûr de petits travaux. Je parle pas de gros travaux. Ah, ouais. Et donc tout ça c'est possible. Et puis il y a des tutos et tout qui permettent de bien se renseigner. Et puis il y a surtout le partage d'informations. Exact. Donc Qui n'existait pas avant, on s'entend oui, qu'aujourd'hui... là c'est de plus en plus. Ouais, Oui. ouais. Tout est facile au niveau des partages. Et puis au niveau de l'aménagement, pour répondre à la question, il y a des moments où tu es découragé. J'ai été jusqu'au point de penser, on va foutre le feu au bus en fait. Ça va être plus simple. Donc, non, il y a eu ces moments de découragement où tu n'as vraiment plus envie parce que tu n'avances pas, tes idées n'arrivent pas à se développer, ça va pas comme tu veux. Et puis tu te rends compte qu'entre le budget que tu as prévu au début et puis l'argent que tu réinjectes au fur et à mesure, tu te demandes où tout va aller. Bon. Ça coûte toujours plus cher. Des rénovations, de toute façon, que ça soit dans un bus ou que ça soit chez vous, c'est toujours la même affaire. Oui, là. puis ce qui te coûte le plus cher, c'est pas nécessairement le frigidaire, le beau frigidaire que tu t'es dit je vais installer là-dedans ou les beaux électroménagers, c'est l'accumulation des vis spéciales à métal puis des différentes têtes de Toi, tu vis ça, là. Non, mais c'est sans arrêt, là, je veux OK. dire. Fait que là, ton budget là, de ça, il est plus gros que ce que tu pensais au départ? Ben, oui. Oui. Oui, puis là, tu sais, je fais juste commencer à part de ça. Fait que, tu sais, C'est drôle qu'on parle de ça, parce qu'hier, on parlait de ça avec ton ami Kevin. Tu sais, quand on part un projet, si on se faisait dire
Tout. L'argent, le temps, les complications qui peuvent arriver en cours de chemin. Il y a bien du monde qui ferait pas de projet dans la vie, tu sais. Fait que... Ouais, mais heureusement, tu as toujours le résultat d'une personne qui a terminé qui te motive. Oui. Oui, non, c'est sûr Donc, qu'il faut que tu te motives à quelque part. Oui, avec c'est quelque chaque chose. étape. Je sais pas si c'était de même dans ton cas, là, mais chaque étape, c'est comme une victoire en soi. C'est comme, je suis pas capable de rentrer cette vis-là dans le panneau de métal, C'est un mais défi, finalement, c'est la résolution de problèmes sans arrêt Tout à en fait, tous les instants. tutoriels, tu vas sur Google. Ben, t'as pas le choix, parce que si tu le fais pas, tu vas faire une erreur, puis ça recommencer après. Fait que, en tout cas, Jean-François, je sais pas ce que tu en penses. Là, Le moindre petit travaux que tu en... Regarde, placer une douche, il n'y a rien de plus simple que de placer un receveur de douche, tu vois, ou les lanterneaux, les fenêtres de toit. Mais quand elle est placée, t'as envie de te prendre en selfie avec ta fenêtre, quoi, tu vois. T'as une fierté. Ah oui, parce que tu dis, j'ai réussi à l'ouvrir et autres. Bon, après ça, certains vont trouver ça anodin parce que c'est leur métier de vraiment... Quand tu vois qu'il y en a qui coupent le bus en deux, qui rehaussent le bus, bon, ça, c'est des professionnels qui font tout. Mais... Tu as cette autosatisfaction qui te permet de dire bon, j'y suis arrivé, ça n'a pas été facile, mais c'est possible. Puis tu le ferais plus vite aujourd'hui si tu avais à le refaire, ça serait moins long. J'irais plus vite et je perdrais moins d'argent parce que ce qui a coûté cher, c'est tous les essais, les mauvaises idées. Mais il faut faire les mauvaises idées pour les comprendre. Moi, maintenant qu'on est ici au Canada et on a le droit de travailler et de vivre, on a reçu notre permis là. J'aimerais bien créer après ça une business de bus aménagés, un schoolie bus aménagé, les mettre en location et tout ça. Ça va marcher. Donc, on en voit de plus en plus, je pense que ça pousse comme des champignons, là, les gens qui vont... parce que, tu sais, il y en a plein là, qui s'achètent des petits sprinters comme le mien puis qui veulent, tu sais, toutes l'aménager. C'est en croissance, là, puis ils sont back-order, là, tu sais, je veux dire, tu veux commander un sprinter 4x4 présentement, il faut que tu sois patient, là. Il n'arrivera pas demain matin dans ta cour, là. Fait que, en tout cas, mais t'es un manuel, toi aussi, Dan, t'es un manuel. Quand on regarde le studio, tu sais, la première fois, t'avais été chez eux, puis là, on a trouvé un local qui est plus gros ici dans mon espace atelier, puis c'est vraiment super, tu sais, mais quand j'arrive ici, la première fois, Dan, on met les pieds dans le studio, puis il fait comme, hey, ça va être malade, puis là, je suis comme, shit, ça va être long, ça va prendre du temps, man, faire tout ce que t'es. Fait que là, on va tout débâtir. Là, il dit, inquiète-toi pas, c'est pas long. Puis, Dan, c'est toujours, ça sera pas long, ça va être facile, tu vas voir, tu sais. Puis, mais finalement, ça a été quand même assez long, je trouve, mais c'est lui qui a tellement travaillé. Puis là, je le regardais faire, puis c'est naturel, on dirait, tu sais, il voit des choses. Les gens manuels, vous avez une capacité, je pense, de voir des choses avant qu'ils soient faites. Tu sais, c'est comme une espèce de vision de quelque chose. Je sais pas si c'est une question d'être manuel ou une question d'être tellement imbibé ou plongé dans un projet ou un rêve qui fait en sorte que tu vas... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les manuels. Je vous trouve débrouillard. Mais je pense que ça dépend plutôt de la personnalité d'une personne qui a cette capacité d'imagination et de la retransmettre, de la reproduire, soit au travers d'un dessin ou la voir de manière tout à fait imaginaire devant soi, et essayer de la décrire au mieux. Mais je pense que ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Après ça, effectivement, peut-être que le manuel aura certaines facilités à reproduire cette idée. Parce qu'il y en a qui ont des très bonnes idées, mais qui n'arrivent pas à les reproduire. Moi, j'ai des dessins magnifiques dans ma tête, mais je ne sais pas dessiner. Donc, mais par contre, je peux construire. Donc, je pense que c'est ça, mais tu es capable d'imaginer dans ta tête des... Puis d'ailleurs, quand tu as visité, je sais pas si c'était un ami que tu as visité aux États-Unis, que tu me parlais qu'il y avait, des armes. Aux États-Unis, ils ont toutes des armes. Oui. Mais puis là, il faut les cacher quelque part, les armes. Puis t'as fabriqué quelque chose de vraiment trippant parce que je pense, moi, j'aimerais ça avoir ça chez nous, tu sais, une espèce de bunker dans la maison. On s'entend qu'aux États-Unis, ils sont tous un peu aussi sur le stress de qui c'est qui va rentrer chez nous. Puis, tu sais, ils sont plus insécures, je pense, les Américains, probablement à cause de la violence aussi qu'il y a là-bas, ou ce que les médias aussi propagent, là, tu sais, veut pas, mais avec là, lui, il a construit une bibliothèque avec un faux livre, tu sais, puis là, tu pognes le faux livre, puis quand tu tires sur le faux livre, la bibliothèque, elle rouvre, puis là, tu rentres comme dans une pièce, puis tu peux te cacher dans la pièce, puis c'est là qu'il y a les armes. Fait qu'il a fabriqué ça, lui, pendant qu'il est allé
aux États-Unis. T'as pu te fabriquer ça pas dans ton bus? Non, Non. chez lui, Ok, chez lui. chez le gars. J'étais là, ouais, on a mis ça. Il y a une pièce cachée dans son bus. Avec des armes, tu sais. Non, mais il a fait ça chez un Américain, là. C'est où, ça? C'est Atlanta ou... C'est du côté de l'Atlanta, oui. C'est un ami qui travaille pour la sécurité nationale, bref. On peut pas donner trop de détails. Mais donc, il est OK, fait que lui, c'est pas des... C'est pas des carabines, là. C'est des mitraillettes, là. Mais c'est ça, fait que t'es manuel, donc t'es arrêté à plusieurs endroits comme ça, parce qu'il faut expliquer aussi que il y a des gens qui doivent se poser la question, OK, mais attends, ça fait 3 ans qu'il est parti avec ses 3 enfants, donc ils sont 5 dans un autobus, faut manger, il faut mettre du gaz, je comprends que ça coûte moins cher probablement que de vivre normalement, mais ou dans ta vie antérieure, t'avais les voitures, la grosse maison, etc., la grosse vie, mais il reste que ça coûte de l'argent, tout ça, puis il faut réparer aussi. Il faut réparer le bus. C'est une chose que de construire, mais t'as une dimension... tu sais, que quand tu te déplaces ta maison comme ça tous les jours, puis tu fais des milliers de kilomètres, il y a des choses qui brisent là-dedans. Il y a des coûts rattachés, puis et donc, pour expliquer, c'est que vous avez tout vendu, vous avez fait des sous là-bas en Europe, mais là, vous avez décidé d'investir aux États-Unis, vous avez acheté des maisons à Détroit, des maisons qui avaient perdu de la valeur à cause de la crise financière de 2008, 2009, etc. Donc, vous avez profité du marché immobilier là-bas parce que vous connaissiez des gens là-bas qui faisaient comme la maintenance, etc., puis ça facilitait vos investissements. Oui. Vous avez récolté les loyers de ces gens-là. Quand tu m'avais expliqué ça la première fois, j'étais comme, my God, c'est quand même une bonne idée parce que ces maisons-là peuvent prendre de la valeur. Mais en même temps, ça l'a amené des défis, ça aussi. Là, ça n'a pas été... c'est un investissement qui n'a pas été nécessairement juste rose, là, c'est-à-dire que pas aucun problème. Il y a eu des défis. Et récemment, tu es allé même à Détroit retaper, si on veut, certaines maisons. Ben oui, parce que tant qu'il y avait la Covid, il faut mettre son temps à profit. Donc, j'ai rénové 3 de nos maisons là-bas. Et le problème, effectivement, c'est que quand on te vend un produit d'investissement et autres, tout est rose. Mais une fois que tu arrives sur place et que tu vois, les travaux ne sont pas forcément faits à ton goût, tu vois. Les contracteurs, ils aiment bien parfois charger un petit peu plus que ce qu'ils n'ont fait. Et puis, on retrouve des surprises et autres. Donc, voilà, il faut arriver à trouver cet équilibre, sachant que tout est bien investi, mais que l'équilibre est quand même toujours très, très, très limite et qu'il faut rester prudent. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. Non, puis les locataires aussi, on s'entend que c'est pas toi qui les passes en entrevue, alors tu fais confiance si on veut à des gens là-bas, mais bon, ça se passe pas toujours comme tu voudrais non plus à ce niveau-là. Dans le COVID, je te posais la question hier, est-ce qu'il y a des locataires qui ont arrêté de payer parce qu'on s'entend qu'il y a des situations financières des fois difficiles chez les gens dans le COVID, il y a des gens qui ont arrêté leur paiement hypothécaire, il y a des gens qui ont arrêté de payer certains trucs. Toi, ça s'est bien passé quand même ou ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de mauvaises surprises. Après ça, c'est vrai qu'ils avaient demandé si la société de gestion avait demandé si je voulais pas moi faire un geste. J'ai dit tant que c'est pas nécessaire et que tout le monde trouve son équilibre, c'est bien. Parce que si quand ils auront vraiment besoin et que moi je me retrouve un petit peu dans l'emballement, non. Si tout le monde reste sur son équilibre, c'est bien. Et j'étais parti sur cette idée-là. Après ça, il y a eu d'autres cadeaux et tout ça qui se sont faits, mais les loyers ont été honorés tout à fait normalement. Donc voilà, mais la balance au niveau de l'emploi, je pense même partout dans le monde, est très à la limite du déséquilibre partout. Ouais. Je le vois. Ah non, c'est clair. Puis tu sais, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est pompé dans le système présentement. On aide les entreprises, on aide les gens, etc., avec toutes sortes de moyens. Mais tout ça va avoir une fin. Là. Je veux dire, les gouvernements, c'est pas un coffre-fort sans fin. Là, donc, là, on retarde, je pense, une certaine échéance à la difficulté parce que on veut bien financer, aider tout ce qu'on veut, mais il y a un moment donné où le financement, il faut le trouver. Exact. Donc, je pense qu'il y aura des limites et que la situation actuelle reste une bulle qu'il va falloir absorber d'une manière ou d'une autre parce que simplement, on ne peut pas inventer de l'argent. Exact. On le déplace. Là, on est en plein là-dedans. Ici au Québec, là, jusqu'à maintenant, on a eu nos difficultés de gérance de pandémie, tout ça, puis il y a toutes sortes de mouvements à gauche et à droite, mais il y en a de certains pays que là, tu vois les cas remonter, etc. Mais
c'est quand même toute qu'une histoire. Et vous vivez cette pandémie-là dans le bus aux États-Unis. Comment ça s'est passé? Je veux dire, t'as-tu vu ça venir dans le sens que vous vous intéressez aux nouvelles internationales comme n'importe qui? J'imagine le matin, vous vous levez, vous regardez vos iPads, etc. T'as vu ce que ça se passait en Chine ou après ça en Italie. Vous êtes où à ce moment-là quand vous voyez la COVID s'en venir ici? Quand on a vu le Covid démarrer là au début janvier, on était au Mexique. On était là depuis un mois et puis on a suivi et on voyait que c'était quand même beaucoup la Chine puis un petit peu l'Europe qui démarrait. Puis on a vu l'ampleur que ça prenait et on s'est dit on doit quitter le Mexique. Pas qu'on était mal au Mexique, on était très bien au Mexique, mais on a quand même des impératifs qui sont les visas. Donc le Mexique, on voyait qu'on arrivait gentiment à la fin du Mexique. Donc on s'est dit on va passer vite la frontière avant que ce soit fermé. Donc on a quitté le Mexique. Sinon vous seriez resté plus longtemps au Mexique? On aurait peut-être profité un peu plus, bien que le Mexique, moi j'ai eu très chaud. J'ai eu vraiment... oui, vous n'avez pas l'air climatisé dans le bus. Les gens sont surpris, mais moi je me dis pourquoi avoir l'air climatisé à partir du moment où s'il fait beau, tu vis dehors, donc tu n'as pas besoin d'air climatisé. Enfin, ça c'est mon raisonnement. Mais la nuit, des fois, il doit faire chaud. On dort nu, On se colle pas. On laisse les portes ouvertes. Voilà. Ah oui, les portes ouvertes, on dort toujours les portes ouvertes du bus, donc il y a pas. Vous n'avez pas été stressé par la sécurité, peu importe où ce que vous avez été? Non, parce que à part ce que les médias disent en général par rapport à une certaine réalité, on peut parler des armes aux États-Unis, on peut parler de la pauvreté au Mexique. La pauvreté au Mexique, etc. On peut parler des problèmes qu'il y a sur les grandes villes, Paris-Bruxelles, pour ma région. Eh bien, il y a quand même la majorité des gens qui vivent normalement, qui ont des familles, qui ont un travail. Donc, il n'y a pas de différence. Je pense que les gens ont surtout peur de l'inconnu, de la différence. Ouais. Et je pense que je l'ai déjà dit l'année passée, et j'ai eu confirmation ici. Je suis quand même sur des cultures quand même très différentes par rapport à l'Europe. Et puis finalement, tout se passe toujours très bien. Ouais. Là où je me suis rendu compte, par contre, avec la Covid, le gros problème qu'il y a eu, et ça a été un moyen d'alerte en fait, c'est que on se rend compte en fait à quel point les gens sont liés par leur environnement de communication et autres, la sociabilité, et quand on a vu que tout le monde était enfermé et que nous continuions à bouger, à aller voir des gens avec toujours cette réserve sanitaire qu'on s'était imposée. Bon, il faut savoir qu'on faisait régulièrement des quarantaines nous-mêmes. On s'isolait dans les campagnes et on voyait personne. Comme ça, on pouvait faire un petit check-up nous-mêmes. Ouais. Et les gens, il y a des gens qui étaient... nous aussi, parce qu'il y a de l'émotion qui passe. Et il y a presque en larmes en disant, on voit des gens, quoi. Parce que on voit des gens, ils allaient faire des courses à l'épicerie et tout ça. Mais il y a ce moment où, effectivement, tu te rends compte que tu peux, à ce moment-là, avec nous, créer des liens un peu plus forts et qui vont durer 2, 3, 4 jours. Et puis, on vit les choses. Des gens à qui on n'avait jamais parlé avant, ils nous accueillent et puis il y a tout qui se passe, un petit peu comme on a fait l'année passée, mais sans problème de la Covid. Alors ici, tout est décuplé avec les émotions, c'est terrible. OK, donc tu as vu un changement de comportement chez tout le monde. Chez tout le monde. Ah oui, vraiment. C'était palpable. Là. C'est comme si vous autres, vous êtes un peu comme à l'extérieur de tout ça. Puis vous voyez des choses que... Tu sais, parce que comme tu dis, tout le monde était confiné à la maison. C'est comme si chacun était enfermé dans son propre petit dôme, tu vois, à la maison. Ouais, puis toi, tu te promènes à travers ça. Et nous, on allait voir si tout le monde allait bien, etc. Et c'était un peu ça, en fait. C'est capoté, pareil. Puis aux États-Unis, parce que ça a été... tu sais, c'est super politisé, là-bas, la crise sanitaire. Tu sais, ils ont tourné ça... c'est carrément dans la politique actuellement. Toi, tu l'as vu d'un État à l'autre que tu t'es promené? Par exemple, le port du masque. Devais-tu le porter dans certains États puis être obligé de l'enlever dans certains autres? Ou comment vous avez vécu ça? Nous, on a toujours mis le masque pour faire l'épicerie. Moi, j'allais seul au Walmart avec un masque. Les enfants n'y allaient pas pendant les 2-3 premiers mois aux États-Unis. Ils n'allaient pas en épicerie. Ils sortaient pas du bus à part pour aller dans un parc. Les plaines de jeux, on les avait interdites. Mais les gens mettaient un masque. Ça dépendait un petit peu. Effectivement, il y avait
au niveau politique, ils avaient annoncé que les communautés pauvres ou les communautés noires, mais pas forcément l'un veut dire l'autre, je n'ai pas dit que les noirs étaient pauvres et inversement, mais on arrive sur des clichés, effectivement, où il y avait un message politique qui était passé et qui avait dit, il y a des gens, les pauvres, de par simplement leur régime alimentaire, c'est ce que les scientifiques passaient comme message, était plus facilement à risque, etc. Et tout ça sur base de statistiques, mais tout le monde allait un petit peu au flou. Et donc les gens, effectivement, par région, se protégeaient. Puis on a eu des régions, effectivement, où on est sur des anti-masques. Et puis tout le monde s'éclate bien et tout ça. Après ça, là, on essaye de garder, nous, une distance. Est-ce que ça vous a fait peur? Non. Pas du tout? Non, parce que je mets le masque. Je ne suis pas contre le masque, mais je ne le porte pas tout le temps. Dans le sens où je ne vais pas me promener en rue avec mon masque. Par contre, quand je parle à quelqu'un, je ne le regarde pas dans les yeux. Je tourne ma tête. Voilà, parce qu'il y a toujours ces micro-postillons qui font que... Donc, non, j'ai pas peur. Après ça, je ne blâme pas les gens qui ont peur, qui sentent qu'ils ont leur santé plus fragile. Donc, je pense que ça doit aller, avant de discuter de masques, il faut, c'est bien, c'est pas bien. Je pense qu'il faut que chacun respecte le choix sanitaire de chacun et qu'on garde surtout les distances. En tout cas, ça fait jaser du monde, cette histoire de masque-là. C'est incroyable. C'est quand même hallucinant que vous ayez vécu la crise pendant votre voyage. Je veux dire, c'est une crise... on va vivre ça une fois dans notre vie, une affaire de même. Puis vous, c'est arrivé alors que vous étiez parti en voyage autour du monde. Puis je pense que vous êtes passé la frontière du Mexique puis des États-Unis juste à temps parce que vous seriez encore pris peut-être aux États-Unis, non? Tous nos amis sont européens, ont quitté le continent. On est, je pense, parmi les derniers à être encore ici sur le continent nord-américain. Et on est apparemment les seuls à être passés la frontière, alors que la frontière américaine et Canada est fermée et nous sommes passés. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais du Mexique aux États-Unis, il s'est passé quoi? Pour nous, rien. Ça a été facile. Ça, c'était avant la crise. Pour nous, rien. On a même rigolé avec le douanier américain. Mais c'était comme la veille. Vous êtes passé là, 2 jours avant que tout ferme? 2 jours avant qu'il ferme. Mais le COVID était déjà là. OK. Mais quand tu dis, là, vous avez passé des États-Unis au Canada, vous êtes les seuls. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y a clairement une interdiction de passage, sauf pour raison essentielle, à savoir continuer à faire circuler les marchandises nécessaires. Fait que vous êtes une marchandise nécessaire, quoi? Mais honnêtement, oui. Non, on avait ce projet et c'est un petit peu le message que je dis à chaque fois aux gens. Quand vous voulez quelque chose, essayez de faire un maximum pour l'avoir. Et on a voulu partir en bus, on l'a fait. Ici, on rêve du Canada. En ayant bien visité le Canada, on connaît beaucoup de choses du pays. Et puis, on a préparé un beau dossier avec permis de travail et tout ça. On l'a présenté aux personnes de l'immigration à la douane. Et puis on est passé. Ben oui. Elle est encore là. Ça donne bien, j'ai soif. Fait que, donc... C'est votre... c'est le fait que ça a été bien fignolé, c'est ça? Vous avez bien préparé votre document qui disait quoi? Que vous vous en veniez au Canada pour immigrer ici? Puis... Un dossier bien construit avec une proposition d'emploi pour raison essentielle, à savoir c'est ça qui a fait que vous avez passé? Oui, à savoir que moi, je rentre avec un code. Il y a des codes par rapport à des secteurs d'activité. Et moi, je suis en directeur de restauration. Et en plus de ça... C'est dans la catégorie du monde essentiel. Oui. Fait que là, ça, c'est un laissez-passer pour les douanes. Ça, plus le fait que je retravaille un produit en tant que directeur de restauration, donc connaissances cuisine et services et autres. Je retravaille un produit agricole afin de lui donner une valeur ajoutée sur le marché canadien. Donc, on va démarrer
Mais c'est ça, parce que en fait, le Canada, c'est un choix qui n'était pas nécessairement au départ. Quand vous êtes parti de la Belgique, vous n'avez pas dit on va faire plein de choses, puis on va atterrir au Canada, puis on va rester ici. C'est vrai ou tu m'avais dit que tu avais posé la question aux enfants où est-ce que vous aimeriez habiter, puis c'est les enfants qui choisissaient ou. Bien, en tant que francophone, effectivement, tout le monde choisit par facilité le Québec, et il faut savoir que le Canada et le Québec, d'autant plus francophones, comme chez nous en Belgique, une partie est francophone, la moitié, eh bien, il y a un gros travail marketing pour faire venir une nouvelle population, parce que le Canada a besoin d'immigrants pour continuer à se développer. Ouais, puis là, on est en retard, là. Et oui, et puis de là, on avait dit à l'époque, oui, le Québec, ça semble évident. On avait commencé les démarches au début du voyage, et puis... les enfants voulaient venir au Québec. Tout le monde. Tout le monde. Merci. Et moi, là, j'ai dit non. Pas que je n'aime pas le Québec, mais j'ai dit non, je peux pas choisir le Québec simplement parce qu'on parle français et parce que c'est facile. C'est pas une raison suffisante. Ce serait un peu trop bien, parce qu'alors, il n'y a pas assez d'intérêt. Il y a la culture à connaître, il y a le pays à connaître, donc... et puis, il faut que quand on arrive avec les gens, la communauté en général, pour être assez vague, eh bien, il faut que ça puisse matcher entre les deux, quoi. Donc, on s'est dit, on va d'abord visiter. Et quand on a visité le Canada, depuis Halifax jusque dans le Yukon, à Dawson, on a vu tellement de belles choses. Et à ce moment-là, j'ai dit, je dois partir. Je dois voir autre chose. Pour être sûr de digérer tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on avait vécu. Et finalement, j'avais besoin des États-Unis. Les États-Unis, ça a été finalement très vite. J'avais prévu 6 mois. J'ai fait 3 mois dans l'Ouest. J'ai vu des choses magnifiques. Mais j'avais besoin du Mexique. J'avais besoin de voir des gens. Et le Mexique, là, ça a été des moments d'émotion terribles. Pourquoi au niveau de la chaleur humaine, tu dirais? Ça a changé. C'était un defining moment pour vous. Parce qu'aux États-Unis, c'est plus froid, tu dirais, dans le sens... Non, ils sont super, très, très, très accueillants et tout ça. Mais on n'a pas retrouvé toujours la profondeur dans les relations qu'on espérait. Okay. Tu vois, nous, on est très... C'est plus superficiel. On est très, très cash, comme on dit. Et puis, si j'ai envie de dire, Sébastien, aujourd'hui, tu m'ennuies, je vais te le dire. Là-bas, on est toujours un petit peu dans la bienveillance et un petit peu à contourner les problèmes, et on évite les conflits. Et ça, également, au niveau de la positive attitude, c'est toujours très bien, et on te fait des gros sourires. Et puis... c'est un peu fake. C'est ce que tu dirais? Ouais, j'aime pas le mot fake parce que ça peut être négatif, ouais. Mais voilà, effectivement, ça manquait de profondeur dans certaines choses. Donc, après ça, on a des amis américains géniaux, mais je parle toujours d'une globalité. Ah ouais. Les gens font des gros sourires en voiture ici et là, mais pas un petit message coucou comme on a encore eu ici en arrivant à Montréal et autres. Et puis, voilà, après ça, c'est pour ça qu'on préfère parfois les petites villes, parce que les petites villes, les gens... Ils se libèrent beaucoup plus parce que vous êtes venus nous voir, l'accueil est là. Mais le Mexique, c'est un autre pays, c'est une autre Mais Daniel planète. aussi est tombé en amour avec le Mexique, non? En fait, moi, j'ai marié une Mexicaine que j'aime beaucoup, que j'adore, mais tu sais... j'ai pas vécu cette expérience-là mexicaine encore. Le Mexique est le pays où je pense qu'en quittant les gens, j'ai le plus pleuré. Alors moi, je suis déjà pas... Wow. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi? Vous avez réalisé Qu'est-ce qui est venu te chercher autant là-bas? Parce que j'ai suivi un peu j'ai suivi votre voyage, puis tu le sentais là, dans les textes que tu laissais sur les réseaux sociaux, que vous le laissiez, toi et ta femme, puis les photos que vous preniez. Non, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. On a eu une panne. On a déjà eu un accueil à Mazatlan. Mazatlan, c'est sur la côte Pacifique. Un accueil génial avec la télévision qui est arrivé un matin à côté du bus. Tu vois, j'avais encore les cheveux comme ça et tout ça. Et puis la dame me dit, est-ce que vous voulez bien faire une interview? Je dis oui. Et puis, pourquoi vous êtes là en fait? Elle dit, la photo de votre bus, elle circule partout dans la ville. Ah oui, hein? Sur les réseaux sociaux, tu veux dire? Les réseaux sociaux, etc. Puis quand on est allé chez le dentiste,
Elle nous connaissait parce qu'elle avait vu notre photo dans les réseaux sociaux et à la télévision, parce qu'on était passé aux informations régionales, quoi, Las Noticias, donc de TV Pacifico à ce moment-là. Et puis on a avancé, etc. Et puis à un moment donné, on commence à s'attaquer dans les montagnes. Et là, j'ai eu un problème mécanique. Et il me fallait pas grand-chose. Il me fallait des poutres, etc. Et j'ai là un ami de cœur aujourd'hui. Le hasard fait que c'est un très bon ami du président López Obrador. Non. Donc il m'a envoyé des photos d'eux. J'ai le drapeau que le président lui avait offert, etc. Donc voilà, c'est Juan. Et puis Juan, il m'a dit, écoute, je vais trouver quelqu'un qui va t'aider à réparer ton bus. J'étais à la sortie d'une autoroute. On dit toujours, le Mexique, il faut quand même pas rouler la nuit. Et là, on va dans un petit village. Là, c'est la définition de cette pauvreté. Mais en fait, cette pauvreté, après coup, je me demande qui est réellement le plus riche. Et je peux vous dire que ces gens sont beaucoup plus riches que nous en ce qu'ils ont à donner, etc. Parce que je suis arrivé là, le gars, il a tout laissé. Un monsieur de 63 ans, il est venu, il a levé mon bus de 12 tonnes avec moi, etc. Il m'a aidé. Et puis, il m'avait demandé l'équivalent de 150 pièces, donc 100 € environ. Et à ce moment-là, j'ai dit, voilà, c'est réparé. Non, tu restes. Et en fait, j'ai passé une semaine là, logé, nourri, blanchi et tout. J'ai dit, mais attends, je t'ai payé, t'es occupé à tout redépenser pour garde pour ta famille. Et puis non. Et puis là, on a vécu des moments, on a fait les lessives, mais les lessives là-bas, c'est pas une machine à laver comme on a, c'est sur la pierre. C'est à la bonne vieille. Avec la rivière, méthode. etc. Oui, il y a ça. Puis il y a eu, avec ce monsieur, je l'ai quitté parce qu'on a vraiment quitté avec les larmes aux yeux. Parce que j'ai des voyageurs qui étaient en panne à Mazatlan. Et j'ai dit, Benjamin, j'ai des amis là à Mazatlan, d'où je viens, à 400 km d'ici, ils sont en panne. Est-ce qu'on peut y aller? Et on est allé. Et on a fait 700 km aller-retour pour aller chercher ces gens. Et ce monsieur n'a pas dormi pendant 24 heures. Il avait 63 ans. Et je dis, waouh. Et voilà. Et puis, ouais, ça, c'est une photo de... Je sais pas si tu peux un petit peu. Mais c'est le premier monsieur qui a essayé de me soutirer de l'argent. Un policier corrompu. Et j'ai expliqué que j'étais pas un gringos, que j'étais quelqu'un de sympa et tout. Et voilà, on s'est fait un ami. Et c'est arrivé souvent. Donc voilà, comme quoi il faut pas avoir peur de tout ce qu'on dit. Il faut savoir effectivement que cette corruption n'est pas forcément mal, même si c'est pas l'idée des autorités politiques. Mais les gens sont dans une certaine pauvreté. Un salaire, souvent dans les campagnes, on est dans les 60 pièces par semaine. Donc, non, c'est sûr que si les images que tu as, c'est juste les séries Netflix, Narcos, ça te tente moins d'y aller, mais il reste que il y a des Mexicains qui partent comme Flore pour aller ailleurs parce que c'est très difficile. Je veux dire, il y a des gens qui viennent habiter ici parce qu'ils sont juste incapables de supporter l'insécurité qu'il y a là-bas. Donc, c'est ça, c'est particulier. Hein. Si Daniel voit 2-3 photos avant celle qu'il a montrée là, eh bien, j'étais dans une cacaoteria dans la jungle, dans l'état de Tabasco. Et puis, il y avait le garde de sécurité qui restait pour la nuit parce que j'avais le droit de rester dormir dans la cacaoteria. Il était là avec son arme et tout ça. Mais voilà, en journée, il cultive le cacao. En journée, la nuit, il fait la sécurité. Et alors, il a été surpris parce que j'ai été chez lui. Je dis, viens passer. Non, c'est pas ça. C'est un petit peu. Attends, je vais te le dire. Hop. Non, c'était un petit peu trop. Non, plus bas. Tu vas trop vite. Ah, voilà, celle-là. Regarde. Voilà le monsieur qui est là. Alors, tu prends la famille en dessous, en bas à gauche, ou prends la photo avec le petit garçon là. Non, l'autre en long, là, la grande. Voilà. Et donc, j'ai été accueilli par son papa. Et puis, on est dans la jungle. Et puis, il est là avec son arme et tout ça. Et on n'a pas eu peur. C'est son boulot. Et puis, c'est des gens normaux. Ils ont des familles et tout ça. Et puis, on l'avait accueilli à notre table en disant, ce soir, tu vas travailler toute la nuit. Il n'y a que nous. Viens manger dans le bus avec nous. Et au final, il nous a rendu l'appareil et nous a demandé le lendemain si on acceptait de venir chez lui. Ah oui, ils ont été assez surpris.
et nous ont dit la vérité. Ça fait bizarre d'avoir un blanc, un peu gringo, là, qui débarque dans un village très pauvre. Alors, on a été l'attraction du village. Et puis, on a fait la vaisselle avec eux. Enfin, on était invités, mais on n'est pas là pour être à l'hôtel. On est là pour passer un moment avec eux. Ouais. Et puis, ça, c'est le papa. Et puis, on a passé des moments merveilleux. Et puis, à la fin, quand ils étaient heureux qu'on ait accepté de venir chez eux, ils nous ont offert un canard. Il y a une photo d'ailleurs avec Charlotte et le canard. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire avec le canard? Ah, mais on te l'offre. Mais si c'est votre canard Oui, c'est notre canard de Noël. Et puis... C'est notre canard de Noël. Et j'ai dit, mais moi, le canard, je sais rien en faire. Qu'est-ce que tu dis? C'est notre canard. C'est le canard qu'on va manger à Noël? Et c'est Puis ils te l'ont donné? Le pâteau. Et puis j'ai dit, ben, moi, le canard, je sais pas le mettre dans mon bus. Enfin, faut arrêter. Et puis finalement, il a dit, pas de problème. Alors, il a cassé le cou du canard devant nous et on l'a vidé. Et puis Charlotte a nettoyé le canard avec eux. Et ils étaient surpris parce que on mettait la main au travail, quoi. On enlève les plumes du canard, etc. Donc, et là, il y a une magie qui opérait. Et là, toi, t'as pris des patates, t'as fait des frites avec le gras de canard, donc, t'as fait des frites belges. Et le plus interpellant, c'était quand tu reprends la photo du petit garçon ou de la famille. Quand il est arrivé, moi, je suis toujours un petit peu très, très cool comme ça. Ils s'étaient tous fait beau, tu vois, en dimanché, comme on dit. Oh, ouais. Et là où j'ai vu vraiment qu'ils avaient mis les petits plats dans les grands, c'est qu'ils avaient prêté des chaussures en cuir au petit garçon. Regarde là en bas, les chaussures brunes. Okay. Et en fait, c'était les chaussures, à mon avis, de son grand frère, les anciennes, où il n'y avait pas de lacets. Et, oui, tu les vois bien quand il est assis au volant. Et là, on a dit, il faut respecter parce qu'ils se sont vraiment fait beaux pour nous. Incroyable. Donc là, on a dit, on va essayer d'un petit peu mieux s'habiller. Donc j'ai mis un t-shirt avec un col, tu vois. Et, voilà, et on reste respectueux de ce qui se passe. Quelle expérience pour vous, mais pour vos enfants, c'est... Tu sais, je veux dire, vous avez aujourd'hui 13 ans, 11 ans et 3 ans et demi. Ben, la petite, c'est incroyable. Là. Je veux dire, elle a pas vécu autre chose que l'autobus, là, parce qu'elle s'en rend pas compte. Elle, mais à 6 mois, elle était dans un autobus. Elle a aujourd'hui 3 ans et demi. C'est particulier. Comment c'est ta vie comme ça? Je veux dire... Eh bien, ça c'est Louise. C'est Louise qui a 11 ans, c'est ça, je pense? Oui, 11 ans. Là, c'est à la cacaoteria. Là, on a c'est un colorant naturel. Bref. Et non, pour Victoria, par exemple, qui a connu que le bus, eh bien, effectivement, le plus important, c'était le fait de dire la maison représente le bus, représente la maison. Mais aujourd'hui, en ayant visité tellement de gens, durant la Covid, elle sait c'est quoi, eh bien, elle sait ce que c'est qu'une maison, elle sait ce que c'est qu'une chambre. Donc maintenant, elle demande sa chambre. Et elle a des exigences, là. Ah ouais, oui, surtout tu l'as rencontrée, tu vois son caractère. Ah ouais. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle s'en va, elle, là. Donc, puis là, les enfants sont tannés, vous êtes tannés. Là, je pense à quelque part que, tu sais, 3 ans là, d'autobus, y a-tu eu des moments... Parce que là, tu m'as dit que tu étais tanné. Ton fils, tantôt, j'ai dit, t'as-tu hâte d'aller dans une école, faire des amis, d'aller dans ta chambre à coucher? Il a hâte, là, il a hâte de passer à d'autres choses. C'est-tu récent, d'être tanné, c'est-tu récent, ou ça fait 1 an vous êtes tanné, ou ça fait 2 ans vous êtes tanné? Mais je pense que... Vous avez eu des hauts et des bas? Il y a eu des hauts et des bas. Et l'Europe avait déjà, à un moment donné, mis un petit peu une alerte, parce qu'on est toujours en condition. Puis on arrive en Amérique. Un Européen qui arrive en Amérique, c'est quelque chose. Ceux qui ont dit, ouais, j'ai déjà été en Amérique, j'ai été à Los Angeles, New York, Montréal, ils pensent qu'ils ont fait l'Amérique, tu vois. Ouais. Donc, toi, tu peux dire que tu as fait l'Amérique. Ah, on a fait une grosse partie, en tout cas, oui. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Oui, je sais bien, mais on a fait beaucoup. Ouais. Et là, les enfants ont besoin, pas par luxure, de se retrouver dans une situation confortable. Non, là, c'est l'être humain qui parle et qui a besoin de se construire, lui, son environnement. Charles a 13 ans, 11 ans pour Louise. La puberté, l'adolescence commence. Donc là, il faut que l'adolescent, l'adulte en devenir se construise. Donc oui, ça, je pense que c'est humain, en fait. Oh oui. Et moi, j'ai besoin de retravailler. Ouais. Pour ça, c'est quelque chose. Tu ça vois, t'a manqué? J'ai oublié le nom. Là, tu as la fameuse pyramide avec de Maslow. De Maslow, voilà.
et tu as toujours tout en haut cet épanouissement personnel qui est quand même très important, et ce à quoi, après avoir mangé, après être logé, etc., c'est ce à quoi tout le monde doit aboutir pour avoir une certaine réussite. C'est cet épanouissement, et là, moi, pour travailler, c'est par le travail que l'épanouissement est possible. Et je pense que tout le monde a la chance de pouvoir se construire par une activité, quelle qu'elle soit, financière ou pas, mais il faut qu'il y ait une activité. Et moi, l'activité sera le travail. Tu sais, quand on dit, là, prends un break, remets-toi en question pour voir, tu sais, ta vie, tu veux la diriger de quel côté. Toi, c'est 3 ans de break, là. Parce que ça t'a permis de penser beaucoup, là, veux pas, là, assis en arrière du volant, et à rencontrer tellement de gens et à t'intéresser aussi à tellement de cultures ou tellement de choses différentes. Oui, puis quand tu regardes ta vie d'avant, tu sais, là, on est tous un peu à regarder notre vie d'avant la COVID, puis on se dit, comment ça se faisait qu'on avait ces habitudes-là, on a changé plein de choses sur une petite période de temps. Mais quand vous regardez, toi puis Charlotte, votre vie d'avant, il y a ça 3 ans, ça fait quoi? Ça fait 3 ans? 3 ans, oui. Tu sais, y a-tu des choses que tu reprendrais, ou y a-tu des choses que tu t'ennuies de ta vie d'avant, ou tu sais, des fois on se dit comment j'ai fait pour vivre comme ça avant? Alors tu sais, comment vous voyez votre vie d'avant? Y a-tu des choses qui vous manquent? Charlotte aurait bien continué à voyager parce qu'elle aimait beaucoup. Gros coup de cœur sur le Mexique pour Charlotte, pour tout le monde, mais elle particulièrement. On a pensé à un moment donné y rester, y habiter, donc voilà, il y a seulement un problème de l'école qui n'est pas au niveau comme on veut, etc. Mais voilà, après ça, il y a les écoles privées, mais on préfère vivre local. Donc, on va pas dans un pays pour vivre comme expat, c'est pas intéressant. Et moi, par contre, en tant que père de famille, où j'avais quand même, avec l'approbation de Charlotte, embarqué tout le monde là-dedans, moi, je me suis remis parfois en question en disant je crois que j'ai fait le plus mauvais choix. Ah ouais? Oui. Tu t'es dit ça? Je me le suis dit en disant je vais jamais pouvoir réoffrir à mes enfants une vie comme avant. Donc, un gros sentiment de culpabilité à un moment donné? Ou Oui, et regarde, encore tous les jours, Victoria, la petite, me dit je veux une chambre. Là, je sais pas te la donner. Là, il faut elle dit ça tous les jours? Ah, elle en parle tous les jours, oui. Depuis combien de temps? Ouais, ben, là, certainement, depuis qu'on est aux États-Unis, là, on a vu quelques familles. Et puis, c'est pas je veux un chien, ou c'est pas je veux c'est je veux une chambre. Je veux une chambre. Je suis tanné de vivre dans le bus. Elle veut une chambre. Donc, elle a envie, veut pas, elle a envie les jeunes qui vivent, tu sais, comme mettons, elle est chez nous présentement, Naomi l'amène dans sa chambre. Là, elle va aller dans la chambre à Naomi, elle va faire Colin, c'est ça que je veux, moi, tu sais. C'est ça, là, pareil. Parce elle veut son environnement. Ben oui, puis c'est normal, je veux dire, tu sais, c'est... Non, mais c'est normal, parce que c'est carrément anormal, ce que vous avez fait, je veux dire, c'est très, très rare, on s'entend, là. C'est normal, oui et non, parce qu'on en avait avant, c'est cette normalité que nous connaissons. Ouais. Mais quand tu vas comme, là, mes amis dans la jungle, et là, dans l'état de Tabasco, ils ont 2 chambres, ils ont 4 enfants. Oui, Donc, puis c'est clair que la normalité est différente. Donc, je pense qu'on se crée des besoins par rapport à ce qu'on voit. Ah, puis il y a des enfants sur la planète qui, voilà. non seulement ils n'ont pas de chambre, mais je veux dire, ils travaillent déjà, puis bon. Mais il reste que c'est nomade. Il y a eu des gens nomades dans le passé. Il y a des gens qui vivotaient d'une place à l'autre. J'ai des amis qui ont décidé de vendre leur entreprise et qui, eux autres... Bon, leurs enfants sont plus vieux, mais ils décident carrément de devenir des citoyens du monde, d'aller 3 mois à un endroit, 3 mois à une autre place, 3 mois à une autre place. Puis ils s'arrangent pour louer des Airbnb vraiment cool, qui fait que quand tu es leurs amis, ils ont fait un groupe Facebook privé. Puis là, ils disent, voici où est-ce qu'on va être pour les 3 prochains mois, ceux que ça leur intéresse de venir nous voir. Mais moi, la première destination qu'ils ont montrée, je suis intéressé. Tu vois? Fait que moi, je sais pas si je vais suivre leur parcours. Mais je vais m'ennuyer de mes amis. Mais 2, c'est intéressant. C'est intéressant je trouve, leur style de vie. Puis ils se sont départis de tout, là. À un moment donné, ils ont lu quelque chose, je crois, qui disait « Départis-toi de 3 choses par jour jusqu'à temps que tu n'aies plus rien pratiquement à la maison. » Puis ils ont fait ça. Puis pourtant, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter plein de choses. C'est juste qu'ils ont voulu se déposséder de beaucoup de choses
Mais je pense que c'est la nouvelle tendance de la société aujourd'hui. C'est à un moment donné se déposséder de tout ce qu'on peut avoir. Regarde le meilleur exemple. Tu prends, il est super connu, Elon Musk. Ben il vend tout, lui. Il veut plus rien. Il veut plus rien. Il veut juste aller sur Mars, mais il veut plus rien. Ouais. Puis Dan a fait ça aussi. Dan et Fleur, vous avez fait. C'est quoi le mot qu'on utilise souvent, Fleur? Ouais, on est beaucoup dans la frugalité. C'est frugalité, hein, beaucoup. Parce que vous avez carrément, vous avez vendu, donné... En fait, Jean-François, t'es venu à notre maison à Blainville. Là, on occupe en pied carré probablement quelque chose qui est 6 fois moins grand. On a un condo avec 2 chambres. Avez-vous gardé vos affaires de Noël? Non. Hein? Non, on n'a pas gardé nos trucs de Noël. Non, t'as tout vendu En fait, on a gardé nos casse-noisettes. On a gardé des casse-noisettes. Donné. Tu les as donnés? Ah oui? T'as pas donné les casse-noisettes? Non, mais les larves. Là, ben oui. Mais tu sais, c'est pathétique. On avait 2 arbres. Il y en avait 2, là. Il y en avait un qui était fait pour un plafond de maison qui devait avoir, mettons, 12 pieds. L'autre qui était fait pour un grand salon parce qu'il était plus dodu vers le bas. Puis chacun des 2 arbres avait des décorations qui allaient avec chacun de ces arbres-là. Puis des lumières qui allaient... Tu sais, comme... C'est comme une maladie. C'est carrément une maladie. Puis... Mais t'en vois, là, dans des quartiers cossus, là, tu vois des gens investir dans les décorations d'Halloween ou de Noël ou des choses comme ça. Ça n'a pas de fin, ça, hein? Si, mettons, tu t'en vas dans un magasin de trucs comme ça n'a juste aucune fin. Là. On parle de Noël, mais là, tu sais, c'est la même chose pour l'Halloween, puis après ça, faut voyager 4 fois par année, puis on va dans des resorts, puis ça prend 2 autos, puis ça prend, tu sais, je veux dire, ça n'a comme plus de fin, puis honnêtement, c'est difficile, tu sais, de faire les premiers mots au début, de dire, OK, là, on commence à se débarrasser de c'est quoi, stock. tu t'es départi c'est quoi en premier? Plein de choses, là, tu sais. Y a-tu quelque chose que quand tu t'es départi de ça, pas sûr. Non, quand c'est commencé, quand c'est enclenché, c'est comme, il y a comme une espèce d'adrénaline qui vient avec, où ça fait du bien de s'en débarrasser. On a fait des montagnes de vêtements sur le lit, on sortait du stock, puis... Ça vous a fait du bien? Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis... Mais je pense que le déclic, c'est un petit peu comme le début d'une cure de désintoxication, tu vois. Et je l'ai vu avec le COVID, hein. Et la société, à force de s'ennuyer, qu'une chose à faire, c'est continuer de se droguer et se droguer par cette maladie qui est la consommation. Et je pense que cette surconsommation est une maladie qui est connue par certains, dont on n'ose pas parler parce que ça semble tellement normal. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est un problème qu'il faut soulever aujourd'hui et qui va régler parfois certainement des problèmes de pauvreté dans nos sociétés occidentales où on va dire, où on a toujours ce besoin... Cette soif de plus. Oui. Cette soif de plus. Hein? Tu vois les gens, enfin, ils achètent regarde, je voyais des gens encore, ils prenaient un vélo, ils jetaient le vélo dans le caddie du supermarché. Et j'ai pas l'impression qu'ils en avaient vraiment besoin, tu vois. Tu veux dire qu'ils en feront pas de vélo? J'ai jamais vu les rayons de vélo dans les Walmart aussi vite que ça. Il n'y a plus un vélo aux États-Unis. Pourquoi? Les gens, le Covid, ça se guérit en pédalant, je sais pas. Ou bien t'as des actions, toi, et t'as fait du... Non, moi, je pense que... Tout le monde s'est retrouvé en vacances, fait qu'on s'est en congé, fait qu'on s'est dit, on va s'acheter des vélos. Je pense que le budget, tu sais, à un moment donné, quand les gens se ramassent avec moins d'essence à mettre dans leur voiture, parce qu'on s'entend, il y en a qui ont gardé leur même niveau de salaire. Il y en a pour qui c'est différent, mais tu gardes le même niveau de salaire, du coup, tu n'as plus d'essence à mettre dans ta voiture, tu voyages plus, tu fais moins de projets, etc. Donc là, tu as de l'argent qui s'accumule dans ton compte. Puis là, il faut que tu le dépenses. Ouais, aux États-Unis, effectivement, les gens qui sont tentés d'acheter, c'est ceux qui ont moins et qui ont envie d'acheter ou qui n'ont pas l'instruction ou l'éducation du consommer raisonnable, tu vois. Et le problème aux États-Unis aujourd'hui, c'est qu'avec la Covid, les gens ont des chèques de $600 US par semaine. Ça fait 2500 par mois. Mais c'est même pas c'est beaucoup plus que leur salaire normal. Oui, ici aussi, il y a ce phénomène-là avec la PCU. Là. Et ils n'ont pas envie d'aller travailler, ils ont plus d'argent à rien faire. Et donc, ça consomme. Et à un moment donné, il va y avoir une bulle à ce niveau-là. C'est un problème, ça, pour les entrepreneurs qui disent moi, mes employés ne veulent pas rentrer parce qu'ils font plus d'argent à pas travailler. Nous, on a le problème en Europe de par le chômage, où une personne au chômage va toucher 1 300 €, donc ça fait environ 2 000 Canadiens.
au chômage, à ne rien faire pour un chef de famille, alors que la personne qui va travailler a 1 500 €, soit 2300 pièces. Donc pour la différence, moi je vais pas aller travailler parce que je dois acheter une voiture, je dois me laver le matin, je dois aller chez le coiffeur pour être présentable. Donc, est-ce que tu connais le mouvement FIRE, Dan? C'est Financial Independence Retire Early. Fait que c'est des jeunes qui sortent de l'école et qui commencent à travailler et qui épargnent entre 50 et 70% de leurs revenus. Et ces jeunes-là, au bout de 10 ans, deviennent financièrement, je dirais, indépendants. Premièrement, ils ont été habitués à ne pas dépenser. Parce que si tu investis 50% de tes revenus, ben c'est clair que t'as appris à vivre avec moins. Donc, non seulement t'as appris à vivre avec moins, mais du coup, 10 ans plus tard, t'as assez de sous de côté pour dire, ben si c'est placé cet argent-là, je peux vivre la vie que je viens de mener dans les 10 dernières années avec ce montant d'accumulé-là. Tu comprends? C'est intéressant, puis c'est à la mode chez les jeunes de vouloir cette fameuse liberté financière pour faire ce qu'ils veulent. Et bon, il y a des jeunes, j'imagine, qui veulent encore des grosses maisons, puis des bateaux, puis des autos, etc., puis bon, etc. Mais il y a quand même un gros mouvement de jeunes qui veulent vivre différemment. Parce que il y a aussi la notion écologique là-dedans, là, qui vient de... comment je pourrais... Parce que la surconsommation, ça a un lien direct aussi avec l'écologie, là, tu sais, comment est-ce qu'on traite notre planète. Je pense que les problèmes d'écologie aujourd'hui, d'une part, il y a cette surconsommation, et puis on est dans un cercle vicieux aussi où, pour moi, l'écologie, il y a un problème également de démographie, où il faut arriver à condenser un petit peu les populations, essayer d'un petit peu mieux équilibrer les populations sur la planète, parce qu'on est quand même nombreux. Pas pour qu'on devienne 15 ou 20 milliards de personnes, parce que... Là, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un problème, parce qu'on est déjà trop court en ressources, mais quand tu vois que, on va dire, les États-Unis envoient de la marchandise en Chine, et puis la Chine renvoie aux États-Unis, il y a quelque chose qui n'a pas... C'est comme récemment, OK, parce que là, je bois une belle désirée, hein, tu vois, une belle Archibald. Nous, on a l'aluminium, on a la ressource. Mais tu sais qu'on ne fabrique pas aucune canette au Québec. Bon? Non, j'ai vu ça récemment. C'est-à-dire qu'on achète nos canettes aux États-Unis. OK. Alors, on ship notre aluminium aux États-Unis. Eux font la transformation et on rachète notre aluminium. Mais... Non, mais c'est fou quand même, non? Il y a quelque chose qui... Oui, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Ça marche pas. Parce qu'effectivement, on essaye d'aller sur l'optimisation de la production de certaines matières ou produits, mais à force de vouloir payer moins cher, alors que si on achète du local, on va payer un peu plus cher, mais on va redonner du boulot à les gens de proximité qui vont reconsommer dans le circuit fermé. Et ça, je pense que le COVID a fait que les gens se sont mis à consommer un peu plus localement. Ouais. Bien sûr. Et tant mieux, parce que aussi, si on a des exemples, par exemple, locaux de succès qui vont dire, ben moi, j'ai commencé de rien, je suis rendu aujourd'hui quelqu'un qui a 5 ou 10 employés, mon entreprise va bien parce que mon produit est bon et mon produit est apprécié et je le vends localement, ben ça va donner des idées à d'autres jeunes de le faire. Puis une des preuves, je pense, de ça, c'est ici, dans mon espace atelier, il y a présentement, 200 entrepreneurs qui payent un loyer à tous les mois pour avoir un petit local comme ça. Et le propriétaire nous disait que dans le COVID, les gens ont continué à travailler et ont continué à payer leur loyer parce que c'est leur entreprise, c'est leur bébé, c'est leur start-up, c'est là-dedans c'est leur rêve. Tout est là-dedans. Alors que les banques ont peut-être de la difficulté avec des gros magasins qui, là, il n'y a plus d'affluence, les gens vont plus dans les gros centres d'achat. Eux autres ont de la difficulté avec leur loyer. Alors que c'était vu ici probablement comme une entreprise à risque ou est-ce que c'était plein de start-up, là, maintenant, c'est vu comme c'est intéressant pour des investisseurs d'avoir ce genre de locataire-là. Donc, et toutes ces petites startups-là, là, c'est vraiment intéressant, là. Il y a une histoire derrière cet entrepreneur-là, il y a une histoire derrière son produit. C'est une passion souvent qui a fait émerger cette petite entreprise-là, tu sais. Et nous autres, on est contents parce qu'on va lancer ça bientôt, là, cette web série
avec plusieurs de ces entrepreneurs-là, non? Parce que Dan, c'en est un là-dedans qui, lui, pendant le COVID, ben, il est venu ici, il est venu dans un studio, continuer à faire des trucs, mais en même temps, il y a des gens qui ont tombé en amour avec le studio, des gens qui se sont appropriés le studio, il y a des gens qui sont venus ici faire leur propre podcast, dont Eric, qui est un policier ici à Sainte-Thérèse, policier communautaire. On l'avait rencontré à la Maison des Jeunes, qui, je pense, est impliqué dans le conseil d'administration. Puis lui, il a toujours rêvé d'être derrière un micro, puis de passer des vedettes du sport, puis de parler de d'autres choses que ce qu'on entend normalement, mettons, dans les radios populaires. Puis là, c'est ce qu'il fait ici. Alors, puis lui, il trippe sa vie, là. Tu sais, honnêtement, je ne sais pas s'il aime mieux être policier ou s'il aime mieux être en arrière du... il faudrait poser la question. Je sais pas, là. Tu sais. Ouais, mais le studio, si j'avais bien compris, etc., et c'est ce qui m'avait un petit peu fait triper et tout ça, c'est vraiment une manière de mettre en avant des gens qui ont du talent, etc., qui ont des bonnes idées, qui ont une vie qui ont des passions, qui ont des vies particulières, qui ont le goût d'en jaser aussi. Ouais. Non, mais il n'y a rien de plus trippant que de passer du temps avec des passionnés. C'est comme nous autres, on s'est comme construit un peu un piège à passionnés. Fait qu'on attire des passionnés nous autres, puis ça nous permet de passer du temps avec eux autres. Puis là, t'as Ben Milo qui fait son podcast aussi. Hier, avec Olivier Pajot, fait qu'on a enregistré les deux premiers épisodes de sa nouvelle web-série, son nouveau podcast qu'on va lancer bientôt dans 3 semaines. Mais tu sais, il est parti d'ici, là, puis Olivier, tu sais, il volait, là, il était content. Là, fait qu'il y a plein de projets qui sont en démarrage et c'est pas nécessairement, mettons, mon intention au départ, c'était pas de dire je vais devenir un podcasteur puis j'ai tout ce qu'il faut pour devenir le meilleur, tu sais, un bon intervieweur, tout ça. On en a fait, puis j'aime beaucoup faire ça. Honnêtement, je trouve qu'on oublie qu'on est filmé puis qu'on est enregistré. Je trouve dans ce studio-là, c'est probablement ce qui ressort le plus des gens qui passent ici. Une discussion entre copains, là. Exactement, tu sais, puis j'ai trouvé ça le fun, puis je trouve ça encore le fun, mais c'était pas un objectif de dire je vais devenir, tu sais, un podcasteur. Et maintenant, on est plus derrière, si on veut, puis il y a des gens qui sont vraiment bons, honnêtement. J'écoute, tu sais, moi, je suis abonné à Eric, puis je suis abonné à Ben, puis je suis abonné à tout ce qui se fait ici, puis je trouve ça vraiment trippant, ce que les gens font ici, tu sais. Puis je pense à toi, Dan, tu dois tripper en tabarnouche de voir que tu as construit quelque chose qui sert, tu sais. Parce que ça aussi, tu sais, quand tu parlais d'être significatif dans la vie, ce que tu as fait comme projet pendant 3 ans, tu t'es remis en question, tu t'as dit tantôt, tu sais, je me sentais coupable par rapport à mes enfants, etc. Mais est-ce que tu réalises que, bon, t'as donné la piqûre à Daniel, mais je sais pas à combien de personnes que probablement t'as donné des piqûres de faire quelque chose, et spécialement à tes enfants. Oui. Moi, j'ai été avec ton garçon, là, puis tu sais, j'ai pas discuté longtemps avec lui, mais je sens que ce jeune-là est intéressé par les choses. C'est incroyable. Puis il nous parle de tellement de choses. Dans l'auto, là, il nous parlait de plein d'affaires. Ma blonde était comme, my God, ce jeune-là, il est pas sur son cellulaire en train de... Ah, il joue pas, il est tout le temps occupé à faire des recherches non, mais Google. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Il y a tout l'intéresse. Tout l'intéresse, mais ça provient probablement de ce qu'il vient de vivre depuis 3 ans. Ah, Charles est déjà un petit garçon qui était déjà très, très éveillé, très curieux. Et puis, avec tout ce qu'on a pu voir, on a décuplé les questions qui pouvaient se poser. Donc, effectivement, il a des questions à se poser jusqu'au bout de sa vie. Donc, oui, Charles, il a effectivement... Tu peux pas te sentir coupable d'avoir fait vivre ça à tes enfants. Je veux dire, en fait, moi, je t'envie parce que c'est quelque chose que tu, comme parent, comme père de famille, tu te dis... Je voudrais pas faire vivre, mettons, ça à mes enfants, mais d'un côté, oui. Tu sais, puis qu'est-ce qui nous empêche? Mais là, c'est plein d'affaires. Là, l'énumération de ce qui m'empêche de faire ça, là, la liste est fucking longue. Là. Non, mais tu comprends? C'est incroyable. Là. Ma blonde qui me dit, ben là, mes parents, on pourra plus les visiter. Mais moi, mes parents sont proches, mon entreprise, son travail, les amis des enfants, les activités. Je veux dire, la liste, elle est fucking longue. Faudrait vraiment ça va vite, renoncer à tout ça. La liste, c'est un trait et c'est terminé. Hein. Il n'y a qu'un trait à faire et puis il faut juste l'accepter. Je comprends, mais juste l'accepter, tu sais. Pour moi, c'est énorme. C'est un mont Everest devant moi, là.
Moi, j'étais sur une job là qui m'allait très bien, où j'étais freelance partout, et j'avais du boulot toujours réservé des mois à l'avance. Alors ici, je me retrouve dans une situation où je travaille pour un patron, où le salaire me convient très bien, mais c'est pas du tout ce que j'avais avant. Mais ça me pose pas de problème, et j'accepte d'oublier tout ce que j'étais. Tout ce que j'étais. Je parle pas de mes qualités, mais aujourd'hui, je suis personne. Il y a personne qui me connaît par rapport à mon boulot, et donc il faut tout reconstruire. Mais donc, ce n'est qu'un trait à tirer et accepter qu'à un moment donné, on se reconstruit. Et si on l'a fait une fois, on peut le faire 2 fois. Il y a sûrement une chanson à faire avec ça. Il faut que tu demandes à Pajot de faire une chanson avec son histoire. J'ai dit à ton fils, vas-tu écrire un livre? Je pense, oui. Moi, il y a beaucoup de choses. Oui. J'avais commencé, mais ça prend énormément de temps. Et j'avais commencé mon livre en brouillon, en faisant 10 lignes par jour, tu vois. Mais j'ai une mémoire de dingue. Et je me souviens à la limite du caillou qui était... Ah oui? Ah oui, je me souviens encore, regarde, on est passé une nuit dormir au nord du Yellowstone, donc c'est tout à fait anodin, dans un BLM qui est là, et puis je me souviens que on a ouvert l'armoire dans laquelle il fallait, les campeurs avec des tentes devaient cacher leur nourriture pour les ours, et on a vu une grosse trace de griffes là sur l'armoire, donc il y a vraiment des ours ici. Donc ouais, j'ai vraiment une mémoire assez visuelle surtout, et je peux raconter les émotions. Mais le profites-en, là. Il faut que tu écrives ton livre pendant que la mémoire est encore... Je vais faire des livres photos avec un petit résumé de pays par pays, et sur base de ça, je vais tout reconstruire, mais je pense que ça va être long. Les enfants, est-ce qu'ils ont commencé à écrire un peu? Je leur avais demandé, on m'a dit de le faire, et puis ils n'étaient pas très assidus, mais ils ont une assez bonne mémoire aussi, donc je pense qu'il faut laisser digérer. Et un voyage, on l'a remarqué déjà avec l'Europe, tu peux pas le faire, tu peux pas l'écrire vraiment, enfin pour moi, hein, en étant en voyage, parce que il y a vraiment des émotions, pour bien les comprendre, tu dois les laisser passer et les digérer, comme je dis, et puis là, tu peux mieux les réexprimer. Fait que là, les autres s'en vont à l'école. Ils vont recommencer à Vancouver. Non, pas à Vancouver, sur l'île de Vancouver. Sur l'île de Vancouver. Puis ton garçon me disait qu'il allait aller à l'école de Nanaimo. Là, ça va être en anglais. Oui. Méchant choc, pareil. Là, je veux dire, ça fait 3 ans que tu fais l'école avec tes parents dans un bus. Une des plus belles places au Canada en passant. T'es-tu déjà allé à Nanaimo? Je suis déjà allé à Les Nanaimo. plages sont tellement je suis allé pas longtemps, mais je suis passé par Nanaimo, puis j'ai vraiment trouvé ça beau. Puis j'ai dit à ton garçon comment est-ce que c'était un endroit extraordinaire. Puis d'ailleurs, j'espère que vous allez nous inviter, parce que j'ai dit là-bas, le vélo montagne, là, t'es pas à Oka, là. Tu sais, il y a des endroits là, pas tellement loin qui sont extraordinaires pour Nous, on faire... sera en pleine nature entre Nanaimo et Ladysmith. On dépendra d'ailleurs de la petite ville de Ladysmith, qui est la ville de naissance de Pamela Anderson. Ah oui? Oui. Donc on va acheter le petit maillot Baywatch. rouge là, oui. et on sera là, et puis on sera en pleine nature pour une coopérative maraîchère, donc pour les fruits et légumes. Et puis on va développer des produits sur base de ça. On sera à 2 km de la plage, avec des produits ostréicoles, donc les huîtres, les moules, etc. En une belle région culinaire. Fait que c'est nous là, qui va partir. Toi, tu vas partir avec ton bus. Moi, je vais partir avec ma nouvelle bébelle. Ben oui, c'est ça. Tu m'as comme un peu surpris tantôt. Ben oui, j'ai mis un dépôt sur un Airstream. Là, je vais Basecamp. Ben oui, ben si je veux te suivre, là, je pourrais pas toujours prendre ta douche puis me faire mes toasts puis mon café dans ton bus. C'est sûr. Bon. Fait que là, on va partir. On va aller voir Jean-François puis Charlotte à l'autre bout du Canada. T'attends-tu? Oui. C'est tellement beau. Sérieux, vous allez vivre. Il y vivre. a un climat super là-bas. Il n'y a pas de neige en hiver. Très beau. Non, mais c'est drôle parce que ton chum hier, Kevin, qui disait comment lui tripait sur la neige, il est incroyable. Là. Il a quel âge, gars-là? Je pense qu'il a 40. Kevin, il a 34-35 ans, oui. Puis les premières neiges, il n'endort pas la nuit. OK? C'est un Belge aussi. D'ailleurs, vous l'avez rencontré par hasard. Lors d'un rassemblement l'année passée sur l'île d'Orléans, oui. Et c'est des gens en Belgique qui étaient à 10 km à peu près. Ouais, une ville un peu plus loin que chez nous. Ouais. Ah ouais. Dans la même province que nous. Puis c'est des gens qui habitent proche de Stoneham à Québec. Puis il me disait ça, tu sais, il dit je dors pas la nuit, il dit j'attends que je vois la neige tomber, je capote. Tu sais, il tripe vraiment sa vie. Là. Puis
une parenthèse par rapport à Kevin qui m'a fait quelque chose. Ça a fait drôle de voir comment le Canada allait vendre le rêve à travers, je sais pas où, mais en Europe, en fait, ils vont vous dire à quel point c'est spécial de vivre ici. Oui. Ils font des soirées d'information. Ils font des soirées d'information où il y a des offres d'emploi, tu signes et 2 mois après, tu es ici. Hein, donc, il y a des choses qui peuvent aller très vite. Et ils te vendent ça big, là. Mais ils te vendent, mais après ça, tout est bien. Canada, c'est l'Amérique avec un petit peu l'Europe, tu vois. Donc, les gens arrivent à vite s'imaginer là-bas. Les voitures américaines, enfin, ils se font un film un petit peu sur le Canada. Pas que C'est spécial, hein? Puis il y en a qui arrivent ici et qui sont déçus, honnêtement. Déçus parce qu'effectivement, la vie est quand même différente. Il y a beaucoup de neige, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup de neige. Je pense à mes amis en Gaspésie, l'année passée, ils ont eu 6 mètres de neige. Donc la vie est différente. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, on sait que le Canada nous plaît parce qu'on l'a visité. Après ça, il y a tellement de belles régions que la Colombie-Britannique, la ville de Vancouver, ça va être super. On adore ici des régions, même les prairies, il y a des très beaux trucs à faire. Après ça, on est dans une autre dimension. Venant de la Belgique, on est dans un pays tellement grand. Donc oui. Fait que là, t'as-tu le goût de partir 3 ans, toi, là? Demain matin, je m'en vais travailler dans mon bus. c'est ça qui va se passer demain matin. Non, mais toi, tu partiras pas 3 ans, là. Non, parce que j'ai encore des trucs sur ma liste là, que je peux... que tu peux pas te défaire. Ben, en tout cas, Jean-François, il dit que c'est rien qu'un trait, mais dans mon cas... c'est plus compliqué que ça. Ouais, le trait, il est difficile à faire d'un trait. J'ai rencontré des full-timers, comme ils appellent ça. C'était des Canadiens et lui vivait de la bourse et il voyage tout le temps. Et là, je l'avais rencontré à San Francisco et puis ils étaient descendus dans le sud, là en Arizona, mais on les avait rencontrés à San Francisco. C'était des Québécois et il vivait, il avait installé dans son schoolie bus un énorme bureau avec 3-4 écrans là pour ses trucs de bourse et tout. Et ouais, donc ça... Ben, il y a plein de monde qui... puis là, tu parlais avant qu'on rentre en ondes là, des gens qui font du van life, mais qui profitent de l'occasion pour se créer comme une entreprise parce qu'à quelque part, ils vont filmer, ils vont prendre des photos d'un peu partout, etc. Puis, mais toi, vous n'êtes pas parti dans cet objectif-là. Vous n'êtes pas parti dans un objectif de on va se faire connaître, on va devenir des YouTubers, puis on va devenir des vedettes du web. Là. C'était pas ça qui était l'objectif. Là. Non, l'objectif, c'est d'abord un voyage personnel, familial, où on avait besoin de se retrouver. Et puis, l'objectif est atteint parce que... Vous êtes retrouvés solides. On s'est retrouvés et on a d'autant plus réussi à faire profiter notre bonheur, en fait, et le côté possible de la faire à d'autres familles qui hésitaient, etc. Ou à Daniel qui se tâtait inconsciemment peut-être depuis très longtemps avec Flore. Et donc, du coup, on s'est dit, c'est réussi. On a fait ce qu'on voulait, on a motivé des gens. Il y a encore des gens qui nous appellent. Pourquoi, comment on s'organise, etc. C'est quoi les 2-3 questions qui reviennent le plus souvent quand vous rencontrez des gens? Alors les questions, c'est toujours par rapport à la sécurité et les soins de santé, toujours. C'est un petit peu l'inquiétude. C'est une des premières questions. C'est la santé et la sécurité, oui. Là, je réponds très simplement. Je dis, moi, j'ai jamais vu des aussi bons dentistes au Mexique, alors que le Mexique est dans tous les pays. Et pas cher. Et pas cher, mais est dans tout ce qu'on a vu, effectivement, un pays où on a tellement d'a priori, malheureusement, et qui a tellement à offrir. Et là, les gens sont bien soignés. Victoria, petite anecdote, avait été malade. On a dû aller voir un médecin. Alors, je vais voir, ils ont des médecins de garde là, au Mexique, dans les pharmacias similares, ça s'appelle, enfin bref. Et puis là, je vais voir et on attend là avec tout le monde et on est à la rue à attendre, mais c'est très correct. Et puis, tu as un médecin de garde. Et puis, il y a deux tarifs, avant 20h et après 20h. Avant 20h, c'est 40 pesos. Après 20h, c'est 65 pesos. 40 pesos, ça fait environ $3 pour la consultation. Voilà, et en maximum une demi-heure, tu es vu et tu vois le médecin. Et c'est des gens qui ont toutes les compétences, etc. Donc, voilà, donc
n'ayez pas peur. Je veux dire, il y a des gens, il y a des gens, pardon, qui Il y a qui des se font joints. oui, il y a des gens qui se font soigner partout et parfois d'une manière probablement différente. Mais ces gens Qui fonctionne. Ces gens sont en vie, donc oui. Ben oui, mais c'est sûr. Puis après ça. Et puis y a-tu l'autre question, c'est les finances. Alors les finances, ça j'ai dit chacun voyage comme il veut. J'ai rencontré des gens qui étaient illégaux dans des pays, qui travaillaient de manière illégale. Nous, on n'a pas voulu le faire parce qu'on a un projet d'immigration, donc il faut qu'on reste clean. Mais donc il y a des gens qui le font. Parce que vous auriez pu travailler, vous auriez eu des opportunités de travailler. J'ai des offres d'emploi partout. Des offres d'emploi partout, de par ce que je sais faire, de par la personnalité, par ce que la famille fait ressentir autour. Il y a une certaine énergie positive qui entraîne qui invite à la confiance, etc. Donc oui, donc on a eu beaucoup de propositions d'emploi. Même mon ami là sur les États-Unis en Floride dont je te parlais, mais on peut pas, c'était la Covid, donc voilà. Ouais. Et puis on avait ici au Québec au début de la Covid, vous cherchiez des gens pour vous occuper des personnes âgées dans les maisons de retraite, comment vous appelez. Et puis c'est encore le cas, hein? On a perdu beaucoup d'infirmières d'ailleurs au Québec. Et là on m'avait dit il faut avoir le diplôme. Ah bah désolé, je l'ai pas, mais je suis motivé. Donc et maintenant apparemment j'aurais été accepté. Donc d'après moi, quelqu'un qui est motivé présentement pour devenir infirmière, ils vont te faire hein? Donc voilà, mais et donc ça, et puis donc de là on embraye la question, c'est les finances. Donc souvent comment vous faites, et puis ça dépend de comment tu voyages. Oui, mais il reste que tu as quand même eu une belle opportunité financière là, pour faire ça là, tu sais. Oui. T'avais quand même fini de payer ta maison en Belgique, j'imagine, parce que quand tu l'as vendu, t'as fait un gain financier. Donc, t'étais pas très endetté en Belgique. T'avais quand même... on a accumulé. On a investi environ 450 000 pièces, donc c'est ça. C'est de l'argent quand même. C'est ça. Fait que... Mais on a croisé des Argentins à Whitehorse l'année passée. Et eux, ils venaient de Buenos Aires, donc ils avaient déjà fait de la route. Là, ça faisait 5 ans qu'ils voyageaient, mais ils faisaient que l'Amérique. Et du sud au nord, eux, ils n'ont rien. Ils ont un vieux bus là qui datait des années 70. Ils coulent de l'huile partout. Je pense qu'ils consomment plus d'huile que d'essence. Mais voilà, ils travaillent sur la route et à gauche, à droite. Je ne vais pas dire où parce que voilà, je respecte. Fait que c'est la sécurité physique et financière. Après ça, c'est quoi la troisième, mettons, question qui t'est posée le plus souvent? Et alors, souvent, et c'est là où moi je me pose un petit peu la question, pourquoi est-ce qu'on en fait tellement? C'est ce problème de visa, cette liberté de circulation. Et finalement, je comprends le bien fondé, mais pourquoi est-ce que tout le monde n'aurait pas la liberté de voyager partout et de travailler partout? Après ça, les politiques vont me dire, il faut gérer un peu l'immigration dans chaque pays, etc. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais il y a un moment donné où je pense que s'il y a une analyse bien fondée et que un peu alléger la paperasse administrative pour permettre à des gens de talent peut-être d'être rapidement accueillis. Comme nous avons été rapidement accueillis, en 48 heures, notre dossier d'immigration a été fait. Quand même. Vendredi soir, on était encodé dans le système et le mardi midi, on passait à la frontière. Je pense qu'on est les seuls. Les gens n'y croient pas, mais pourtant on est ici au Canada et venant des États-Unis. Et en plus de ça, chance, comme le bus était notre moyen de transport, ça c'était la belle surprise, notre bus a été importé gratuitement au Canada. C'est incroyable. Ah ouais, Je pense que c'est le cachet là. Non, mais l'histoire du bus, là, ça vous fait passer partout. Ça. Ouais, je pense. Hein? Ah je ouais? pense que le bus fait beaucoup, oui. Hein? Et ce bus-là, vous allez le vendre ou vous allez le garder? Alors, on ou... ne peut pas le vendre. Ça, c'est la loi. On l'a importé. On n'a pas le droit de le vendre. Le but n'est pas de le vendre, mais de l'offrir à la ville ou faire en Airbnb, musée. Je sais je l'avais dit l'année passée, comme c'est le dernier bus au monde de ce modèle-là, apparemment, d'après le constructeur suédois qui nous avait invités, lui aurait bien voulu l'avoir dans son musée. Okay. En Suède, à Stockholm. OK. Après ça, j'ai dit pourquoi pas, mais... Venez le chercher. Ouais, c'est ça, je suis rendu à Vancouver. Tu payes le shipping. Ouais, c'est ça. Mais non, je pense qu'on va le garder avec nous et
et offrir des possibilités de nuit à des gens qui se rendent compte de ce que c'est que de passer une nuit. Et puis une nuit, une semaine avec des enfants pour qu'il y ait la place et qui se rendent compte. Et là où on sera posé à Vancouver, enfin sur l'île, on est en pleine nature. Notre premier voisin, je pense, c'est à 1,5 km. Donc on est à 1 km de la plage. Donc ce sera un premier truc. Et puis si un jour on revient, et comme Charlotte a fort envie et les enfants aussi, on adore le Québec, eh bien peut-être qu'on le tirera ici. Et puis c'est vrai que le Québec a ses législations au niveau avec la SAC, tu vois, les contrôles des véhicules, ce qu'il n'y a pas en Colombie-Britannique. Ah, OK, c'est plus facile. Donc, c'est plus facile là-bas, mais on verra. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment trippant. Puis, tu sais, je sais que, allez, mettons, essayez votre bus une journée avec ma famille. Je sais qu'est-ce que ça pourrait donner. Là. C'est comme, on se taperait ses nerfs. Ma fille, elle chicanerait avec son frère. Tu sais, on a vécu le confinement, là, puis au début, c'était comme bizarre parce qu'on soupait à tous les soirs ensemble, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à chicaner. Puis moi, j'ai ma personnalité, puis tout ça. Puis quand on a plein d'activités tout le temps, on se voit moins, tu sais, puis on se tape moins ses nerfs. Mais là, dans le confinement, on s'est plus tapé ses nerfs tout le monde. Puis il y a eu des pets de coche, là, c'est à gauche puis à droite. Puis là, ma fille, quand elle vous a regardé arriver, la première chose qu'elle m'a dit, je pourrais jamais vivre là-dedans. Puis elle dit, puis tu sais... Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle t'a mis en garde. Tu comme, pogne pas cette idée-là, là, s'il te plaît. Non, puis je vais t'avouer que j'ai la même réaction qu'elle, tu sais, je veux dire... mais il reste que, disant ça, je regarde vos 3 ans, puis je veux pas, je me dis, my God, que ça devait être quand même trippant pareil, tu sais, je veux dire, c'est ça qui est trippant de te parler, honnêtement, puis de faire un podcast avec toi, là, c'est pour ça que moi, j'étais comme, yes, tu sais, que je m'en vais, tu sais, puis hier, on a parlé beaucoup ensemble hier soir, puis encore ce soir, vous êtes encore à la maison, vous repartez juste demain, j'adore ça, de parler avec vous, c'est tellement en dehors de nos habitudes et de notre normalité que ça me fait du bien. Tu fais du bien, je trouve, à des gens qui... c'est comme d'être un petit peu, faire partie de votre histoire, si on veut, puis de me donner le goût aussi de découvrir d'abord mon Québec, parce que, tu sais, une des raisons qu'on veut s'acheter un petit truc, là, pas gros comme le vôtre, mais être capable de se déplacer puis de coucher un peu où est-ce qu'on veut, c'est de découvrir. Tu sais, tu me racontais hier des endroits du Québec que je connais même pas, puis tu me racontais mon propre pays, tu sais, je veux dire, ma propre maison, si on veut. C'est comme... Parce que, bon, on s'entend que le Québec, c'est notre maison, pour nous, là, les Québécois. Oui. Mais on connaît même pas tous les raccoins de notre maison. Ah, mais Québec, il y a tellement de belles choses à voir. Et je suis content, la COVID, et qu'on ferme un petit peu, ça oblige les gens à aller voir, en fait, pas très loin de chez eux. Exact. Et il y a des gens à Drummondville, d'où j'ai passé la semaine, mes 2 semaines de quarantaine. J'ai dit, tiens, vous voulez partir? Allez pas loin, à Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges-de-Beauce, c'est quoi? C'est 1h30 de route, là. Ouais. Et il dit, à Saint-Georges-de-Beauce, ils ont l'île Poser, avec toutes des œuvres d'art, c'est magnifique. Mais alors, ils ont un système très particulier à Saint-Georges, parce qu'il y a la rivière qui passe là. Ils ont comme quoi les Québécois sont quand même très ingénieurs, pas pour rien qu'on fait appel à eux. Eh bien, ils ont un barrage avec une grosse membrane en caoutchouc qui se gonfle. En 2 jours, ils peuvent la gonfler et elle se monte de 2 mètres, et donc ils font un barrage de 2 mètres. Ça permet de réguler en fait toute la nature au cœur de Saint-Georges-de-Beauce. Et quand il faut aller le voir pour se rendre compte, c'est quand même une membrane qui fait 100 mètres de long, c'est impressionnant. Et voilà, il y a plein de belles choses à voir. Et on parle d'une petite ville. Fait que toi, t'as dit ça au gars de Drummondville, puis là, il a dit, ah, tu vois, je savais même pas ça. Voilà, il savait pas. Alors que, voilà. Puis moi, je savais pas non plus. C'est vrai que c'est ça, je te dis, là, c'est comme... Non, mais c'est le fun. Ton sac, il est bien plein, là. Il est rempli d'histoires, d'anecdotes. Puis en plus, tu t'en rappelles, c'est ça qui est le fun. Oui. Mais tu sais, bravo. Puis je veux dire, nous, on est content de te recevoir pour un peu comme la fin de l'histoire, parce que, je veux dire, il y aura certainement d'autres voyages, parce que c'est clair que, en tout cas, je t'écoutais parler du Mexique, c'est officiel que vous allez retourner là-bas. J'imagine que vous allez revisiter peut-être des gens comme vous êtes
vous venez nous revisiter ici? On a décidé, dès qu'on sera installé, d'accueillir toutes les personnes qu'on a C'est ça. rencontrées. Là, ça va être à eux de se venir. déplacer. Et c'est pour ça que j'avais fait un petit groupe Facebook où je vais inviter les gens, et ça c'est un petit peu l'esprit de notre voyage. OK. C'est que les gens nous ont toujours ouvert leurs portes, et le but est de permettre via le groupe C'est intéressant, ça. que chacun puisse ouvrir la porte à quelqu'un, à un voyageur, quelqu'un qui veut partager un moment, découvrir un pays. Et donc, comme on a des gens de 28 pays différents, et parfois des pays très grands, eh bien, ça permet des Un échanges. réseautage. En fait, un espèce de Airbnb gratuit, là, tu vois, un Airbnb gratuit où c'est le plaisir simplement d'accueillir. Ah oui, puis toi, t'es connais. Fait que là, on se dit, si c'est l'ami à Jean-François, ça doit être une bonne personne. Voilà. Puis là, en même temps, on s'auto-proclame des bonnes personnes. Mais on n'est pas encore dans le groupe. On n'est pas dans le groupe, effectivement. Hey, on s'inscrit ce soir, Voilà. OK? C'est cool comme idée, pareil. C'est vraiment trippant parce que j'avoue que là, peut-être vous allez décider, vous autres, de rester sur place pendant un méchant bout. Tu sais, quand t'as bougé de même, là, Oui. peut-être qu'à un moment donné, t'as juste le goût de De te reposer un peu. Bon, on va rester certainement le temps du projet, parce que certains nous ont dit ouais, viens, j'ai une proposition de job pour toi ici sur le Québec et tout. J'ai dit, écoute, moi je parle du principe, il faut rester honnête, et j'ai un beau défi à relever d'abord là-bas sur l'île, mais qui sait, la vie est pleine de surprises, donc et finalement le Québec sur l'île de Vancouver, donc le Canada, il est pas si grand que ça se fait très vite. Là, je vais traverser le Canada en 10 jours parce que j'ai déjà vu pas mal de choses. Donc, je vais reprendre la route vers la BTB et puis descendre sur Thunder Bay et puis les prairies et autres. Mais ça se fait bien, en fait. Il faut pouvoir bien couper le Canada en parties à visiter. Il y a tellement de choses à voir. Et comme j'ai dit en début d'interview, il y a toujours quelque chose à voir partout au Canada. Ben, on va aller le visiter. On va commencer, moi, par le Québec un peu plus dans les prochaines années. Puis, moi, ton fils me demandait où à date t'es allé puis que t'as trouvé ça le plus fun pour toi, où t'aimerais vivre. Moi, j'ai parlé beaucoup de l'Espagne. Moi, l'Espagne, j'ai trouvé ça super pour le vélo, entre autres. Leur façon de vivre aussi, là, je trouve là, qu'ils sont pas pressés, ce monde-là. Là. Non, mais c'est de même que moi je suis dans la vie. Le soir, pour le souper, ils mangent beaucoup plus tard. Hein. Vous mangez assez tard. tôt. Eux, ils mangent à 9-10 heures du soir. Non, puis moi, j'aime manger à ces heures-là. Ah, OK. Non, puis j'aime leur style de vie parce que c'est un style de vie où on dirait comme un peu à la Bob Marley, là, tu sais, ça va toujours bien aller, puis tu sais, fais-toi-en pas avec la vie, puis... Be happy, tu sais, puis sois heureux, puis honnêtement, je connais, tu sais, c'est sûr qu'ils ont leurs défis là, dans ce pays-là, là, comme dans n'importe quel défi de pays. On a des contacts sur l'Espagne, il n'y a pas de problème. Bon, tu m'en réfères une couple, mais tu sais, mais clairement que l'Ouest canadien, c'est spectaculaire. Vous allez vivre des beaux moments de famille là-bas, c'est incroyable. Je vous souhaite d'avoir cette belle structure autour de vous qui va permettre à tes ados de vivre leurs adolescences, puis ta petite fille. Ça va être intéressant de voir leur évolution, puis de leur poser des questions dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, ce voyage-là, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Parce qu'aujourd'hui, quand on leur pose cette question-là, ils sont encore dedans. Mais par la suite, ça va être intéressant d'interviewer tes jeunes, de dire... Qu'est-ce que ça l'a changé dans ta vie? Surtout que ça va être un autre voyage qui va démarrer maintenant. Il n'est pas fini, puisque le projet là, ça va être une autre vie. Tout le monde va devoir se reconstruire, etc. Donc, c'est vraiment un deuxième voyage qui démarre. Mais on va continuer à le partager sur les réseaux sociaux. On va pouvoir continuer à vous suivre. Essayer de motiver les gens à passer le cap, donc à changer de vie. À tirer un trait puis de changer de vie. Pour ceux que ça intéresse, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par ça. On peut vous trouver où, Jean-François? Vous savez, vous êtes sur Instagram, Instagram, Facebook, My Tiny School, avec un petit dessin très My très Tiny enfantin. School, c'est T-I-N-Y. Oui, ma petite école. Petite école. Voilà, et c'est l'école de la ville et l'école des rencontres, et je pense que c'est les plus belles choses qu'on ait pu faire découvrir à nos enfants et qui nous a fait découvrir à nous aussi. Super intéressant. Merci d'être passé, Jeff, messieurs. Merci, La bière, t'es-tu bonne? Je la termine ici. OK, on va aller en prendre une coupe d'autres, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Merci. Bye. À très bientôt. Ciao.